Ils ont dit qu'elle musique était un fou. Quand Jake Morrison a signé les papiers du divorce et est parti d'une fortune de 10 milliards de dollars sans prendre une seule odeur, les médias l'ont appelé l'ex-mari fauché musique. Sa femme, la magnat de la technologie Victoria Sterling, a ri tout le long jusqu'à l'introduction en bourse, pensant qu'elle l'avait enterré. Elle pensait que le silence musique signifiait la reddition, mais elle a oublié une chose. Le silence n'est pas toujours la défaite. Parfois, c'est le calme avant de la tempête. 12 mois plus tard, Jake n'est pas juste retourné au tribunal. Il est arrivé sur le tarmac dans un Gulfstream G5 possédé par l'homme que Victoria craignait plus que l'effondrement du marché. Ceci est l'histoire de comment l'homme qui est parti avec rien est revenu pour tout prendre. L'air à l'intérieur du penthouse au 432 Park Avenue portait ce froid recyclé unique au bâtiment où l'argent déplaçait l'oxygène. Depuis le 92e étage, Manhattan s'étirait comme une carte mère, froide et mécanique. Jake Morrison se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, les mains dans les poches d'un jean qui avait connu de meilleurs mois. Dans sa poche droite, ses doigts traçaient les bords d'une photo. Sarah, âgée de 11 ans, serrant son ours en peluche, souriante avec la joie édentée de quelqu'un qui croyait encore que son père pouvait tout réparer. Derrière lui, la glace teintait contre le cristal. Victoria Sterling Morrison était assise sur un canapé italien sur mesure, le genre qui coûtait plus que ce que le camion de Jake valait avant qu'il ne le vende. Elle faisait défiler son téléphone avec le désintérêt habituel de quelqu'un vérifiant les marchés asiatiques pendant que son mariage se dissolvait dans la même pièce. Les papiers du divorce reposaient sur la table basse dans un dossier bleu. Épais, officiel, final. Sa voix vint sans chaleur. « Arrête d'être dramatique, Jake. C'est un accord de séparation standard. Mes avocats chez Skater & Arps l'ont rédigé. Infaillible, mais juste. Elle n'avait toujours pas levé les yeux de l'écran. Jake se détourna de la fenêtre. La femme qu'il avait épousée 8 ans auparavant, celle qui avait pleuré dans un café de Boston parce que son père lui avait dit qu'elle ne deviendrait jamais rien, avait été remplacée par cette juste polie froide et efficace. Le mot sortit plus doucement qu'il ne l'avait voulu. Tu m'offres la cabane dans le Montana et une allocation de 3 ans. En échange, j'ai signé un NDA me défendant de jamais mentionner sa gorge se serra de mentionner Marcus. Maintenant, elle leva les yeux. Ses yeux, autrefois bruns et chauds, étaient devenus du vert de salle de réunion. Marcus est mon directeur des opérations. Il est vital pour la compagnie. Je ne laisserai pas ta jalousie affecter l'introduction en bourse. Le conseil est sensible, Jake. Nous entrons en bourse dans 3 mois. C'est ton amant, Victoria. Depuis 2 ans. Quelque chose vacilla sur son visage. Pendant une demi-seconde, quelque chose d'humain y vécut. La culpabilité, peut-être. Ou le fantôme de la femme qui lisait des histoires avant de dormir à Sarah. Puis cela disparut, remplacé par le masque du PDG. C'est un partenaire, quelque chose que tu as cessé d'être il y a longtemps. Jake prit une lente inspiration. Sarah lui avait demandé ce matin-là pourquoi papa ne rentrait plus à la maison. Elle avait 11 ans et ne comprenait pas pourquoi la femme qui lui tressait les cheveux refusait maintenant de la voir. Il a dit à sa fille que parfois les adultes font des choix difficiles. Il ne lui a pas dit que sa belle-mère avait qualifié ces histoires pour dormir de perte d'heures facturables. Sarah demande de tes nouvelles. Elle a 11 ans, Victoria. Elle ne comprend pas pourquoi la personne qui Victoria la voit devint tranchante comme la glace. Sarah ira bien. Les enfants s'adaptent vite. Et je n'ai jamais été sa mère, Jake. Je n'ai jamais voulu être la mère de quiconque. Les mots tombèrent comme une gifle. Jake fixa la femme sur le canapé. Tu as raison. Tu n'as jamais voulu être mère, mais je pensais que tu voulais être femme, au moins il était une fois. Victoria se leva, posant son scotch avec le contrôle précis de quelqu'un qui avait répété ce moment. Elle se dirigea vers la table où les papiers attendaient. Écoute attentivement. Tu peux signer et prendre la cabane plus la location, ou tu peux te battre et me regarder t'enterrer sous les frais d'avocat
jusqu'à ce que tu vendes la montre de ton père pour acheter des courses pour Sarah. Je te détruirai, Jake. Tu n'as pas travaillé dans une vraie entreprise depuis 7 ans. Tu penses que déboguer du code dans notre sous-sol te rend employable? La menace planait dans l'air entre eux. Victoria ramassa le stylo Montblanc, celui qu'il lui avait donné pour leur premier anniversaire, et le tendit, attendant, s'attendant à des larmes ou de la rage ou une négociation. Elle prospérait sur le conflit, avait bâti son entreprise sur le dos d'investisseurs qu'elle avait charmés, puis acculés. Jake traversa la pièce, prit le stylo. Le sourire de Victoria commença à se former, prématuré et prédateur. Je ne veux pas la cabane. Son sourire se figea. Le condo de Miami alors. Meilleur temps. Bonnes écoles pour je ne veux pas le condo. Je ne veux pas la location. La pièce devint très silencieuse. Dehors, la ville fredonnait sa chanson mécanique. À l'intérieur, le monde soigneusement construit de Victoria commença à pencher. De quoi parles-tu? Jake tourna à la page de division des actifs, traça une seule ligne à travers toute la section, l'initialisa. Je ne veux rien. Je signerai tes papiers. Je signerai ton NDA, mais je biffe la clause concernant la pension alimentaire pour conjoint et la division des actifs. Je pars avec ce que j'ai apporté. Rien de plus, rien de moins, Victoria Reed. Le son vint dur et irrégulier, comme du verre brisé. Tu bluffes. Tu n'as pas de revenus, Jake. Pas d'économie. Tu penses que jouer le martyr me fera te courir après? Ça ne le fera pas. Je ne joue pas. Il signa son nom en bas. L'encre sécha vite. Puis il retira son alliance, simple en carbure de tungstène, achetée dans un prêteur sur gage quand ils avaient plus de rêves que de dollars, et la plaça sur le dossier bleu. Tu peux garder l'argent, Victoria. Chaque centime, le penthouse, le domaine des Hamptons, le jet privé. Tu peux garder Marcus. Il rencontra ses yeux et vit quelque chose vaciller là encore. La peur peut-être, ou la confusion. Mais tu n'as pas à garder mon respect et tu n'as pas à acheter mon silence. Je te le donne gratuitement, ce qui signifie que tu ne me dois rien. Il marcha vers l'ascenseur privé. Derrière lui, la voix de Victoria se brisa pour la première fois de la nuit. Jake, si tu sors par cette porte avec rien, ne reviens pas en rampant quand la réalité frappera. Je te détruirai. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Jake entra. Alors que les portes se refermaient, il la vit debout, tenant le verre de scotch, ne ressemblant pas à une conquérante, mais à quelqu'un essayant de localiser une erreur dans un code qu'elle n'avait pas écrit. La descente prit 40 secondes. Jake regarda les numéros d'étage descendre et pensa à Sarah, attendant dans l'appartement emprunté d'un ami de collège qui avait eu pitié d'eux. Sa fille méritait mieux qu'un père qui laisserait la fierté lui coûter sa stabilité. Mais elle méritait aussi un père qui pouvait la regarder dans les yeux et expliquer la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste. Le hall brillait de marbre et d'argent. Jake sortit portant 2 sacs de sport contenant tout ce qu'il possédait. Au trottoir, il fit signe à un bus Greyhound se dirigeant vers l'ouest. Le chauffeur le regarda, veste de costume de meilleur jour, sac qui avait vu des aéroports et des rêves, et hocha la tête. Jake monta à bord. Il ne regarda pas en arrière la tour de verre et d'acier qui avait jadis été sa maison. Manhattan disparut derrière lui alors que le bus s'engageait sur l'I-80, le transportant vers la Californie et un futur incertain, où au moins sa fille aurait encore un père qui a choisi l'honneur plutôt que la richesse. 9 mois plus tard, le radiateur du Winnebago sifflait comme un serpent mourant. Jake Morrison était assis à la table pliante, fixant l'écran de son ordinateur portable, tandis que la chaleur de Riverside transformait la caravane en un four mobile. Dehors, la température avait atteint 110 degrés. À l'intérieur, ce n'était pas beaucoup mieux. Le solde du compte bancaire clignotait en rouge, 348 $. Sarah était assise en face de lui, ses devoirs de mathématiques étalés sur la table, mâchant son crayon,
avec la concentration de quelqu'un essayant de résoudre des problèmes plus grands que l'algèbre. Elle avait maigri en 9 mois. Ils avaient tous deux le parc de caravanes facturé 450 par mois pour le terrain en terre, ce qui signifiait que le quart de nuit de Jake à l'entrepôt Amazon, préparant des commandes pour 18 $ de l'heure, couvrait à peine le loyer et les nouilles ramen. « Papa, puis-je utiliser ton ordinateur portable pour mon projet scientifique? » Jake leva les yeux de l'email de refus d'emploi qu'il lisait. Numéro 43, Apple cette fois. Le message portait la même brutalité polie que les 42 précédents. Merci de votre intérêt pour le poste d'ingénieur logiciel senior. Cependant, nous avons décidé de poursuivre avec d'autres candidats dont l'expérience correspond plus étroitement à nos besoins actuels. 7 ans d'écart d'emploi, 7 ans étiquetés femmes au foyer de travail non rémunérées sur un CV qui incluait autrefois le MIT et des contributions à des projets open source qui alimentaient la moitié d'Internet. Mais les algorithmes des RH ne se souciaient pas des anciens commits GitHub. Ils se souciaient de l'emploi continu. Et le CV de Jake avait un cratère là où sa carrière aurait dû être. Le Wi-Fi ici est terrible, ma puce. Après avoir dormi un peu, je t'emmènerai à la bibliothèque publique. Ils ont une meilleure connexion. Sarah se mordit la lèvre. Le geste lui rappela sa mère, sa vraie mère, qui était partie quand Sarah avait 2 ans parce que la maternité ne correspondait pas à son esthétique Instagram. Victoria avait comblé ce vide avec une grâce surprenante, du moins pendant les premières années. Elle a appris à Sarah à lire, à questionner, à penser. Puis, quelque part entre le financement de série B et le profil Forbes, Victoria avait cessé de voir Sarah comme une personne et avait commencé à la voir comme un passif au bilan de l'ambition. Les enfants à l'école ont demandé pourquoi je n'ai pas d'iPad comme eux. J'ai dit la voix de Sarah devint plus petite. J'ai dit que tu économises pour en acheter un meilleur. Les mots frappèrent Jake comme un coup physique. C'était la peur qui le réveillait à 3 heures du matin après son quart d'entrepôt. La terreur qui le faisait postuler à des emplois qu'il n'obtiendrait jamais. Pas la pauvreté elle-même, mais regarder sa fille apprendre à mentir pour protéger sa fierté. Il avait abandonné 10 milliards de dollars pour préserver sa dignité. Mais que valait la dignité quand votre enfant devait inventer des histoires pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas se permettre ce que ses camarades de classe tenaient pour acquis? Jake glissa hors du siège de la banquette et s'accroupit au niveau des yeux de Sarah. Ses yeux à elle, sombres et sérieux, rencontrèrent les siens. « Sarah, regarde-moi, je suis désolé. Je sais que cette vie est dure, mais je te promets que je vais arranger les choses. » Elle enroula ses bras autour de son cou, l'étreinte féroce et désespérée. « Je ne veux pas que tu sois désolé. Je veux juste que tu arrêtes d'être triste. » Par-dessus son épaule, Jay pouvait voir les restes de leur dîner. Macaroni au fromage de marque de magasin, le genre qui venait en boîte de 12 pour 10 $. Dehors, la radio de quelqu'un jouait Corrided à travers les minces murs de la caravane. C'était à cela que ressemblait le choix du principe sur le pragmatisme. C'était le prix de partir proprement. Sarah recula, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. Quand elle parla, sa voix portait une gravité qui la faisait paraître bien plus âgée que 11 ans. Ma maîtresse dit, « Les personnes les plus importantes ne sont pas les personnes les plus riches. Alors, tu es la personne la plus importante pour moi, papa. » Jake la serra de nouveau dans ses bras, la gorge trop serrée pour des mots. Plus tard, après que Sarah se soit endormie sur le lit superposé double qui servait de chambre, il ouvrit son ordinateur portable à la bibliothèque publique de Riverside. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui. D'autres personnes sans Internet à la maison étaient penchées sur des ordinateurs, poursuivant des candidatures d'emploi et des formulaires d'invalidité, et quels que soient les fragments du rêve américain qui fonctionnaient encore sur le Wi-Fi public. Jake tapa son nom dans Google. Les résultats lui firent tourner l'estomac. TechCrunch, le mari chasseur de fortune qui a fui avant l'introduction en bourse de Payflow.
Business Insider. Des sources disent que Jake Morrison a exigé 50 millions de dollars et disparu avec des dettes de jeu secrètes. Page 6. L'ex-mari de Victoria Sterling, au chômage instable et exigeant. Les articles peignaient le tableau d'un homme qui n'existait pas. Selon la machine de RP de Victoria, dirigée par Marcus Vance avec l'efficacité d'une opération militaire, Jake avait été contrôlant, financièrement abusif, possiblement accro au jeu. Les histoires affirmaient qu'il avait détourné des fonds du ménage, qu'il avait abandonné sa femme avant l'introduction en bourse pour lui soutirer plus d'argent, que son instabilité avait menacé la valorisation pré-IPO de l'entreprise. Tous des mensonges sophistiqués, sourcés, crédibles, de la part d'initiés anonymes et de personnes qui ne l'avaient jamais rencontré. Victoria contrôlait le récit parce que Victoria contrôlait les contacts médiatiques. Elle était la rare PDG femme de la technologie, une icône de la diversité, une femme qui avait brisé le plafond de verre dans le club de garçons de la Silicon Valley. La presse l'aimait, et quand la presse aime quelqu'un, elle croira tout ce que l'équipe de cette personne leur donne. Jake ferma l'ordinateur portable avant de pouvoir lire davantage. Une mère et sa fille étaient assises à l'ordinateur suivant. La fille, à peu près de l'âge de Sarah, travaillant sur ce qui ressemblait au même projet scientifique. Elles avaient un iPad. La mère avait une alliance. Elles avaient l'air fatiguées mais intactes. Une famille qui n'avait pas été brisée par l'ambition et la trahison. Son téléphone vibra. Notification d'email. Pendant une seconde, l'espoir flamba. Peut-être qu'une des candidatures s'était transformée en entretien. Il l'ouvrit. LinkedIn. Merci de votre intérêt pour le poste de développeur logiciel junior chez Junior. Il avait co-construit l'architecture d'une plateforme maintenant évaluée à 20 milliards de dollars et il était rejeté pour des postes juniors qui payaient 60 000 par an. L'email ne prit pas la peine d'expliquer pourquoi il y aucune référence prête à témoigner en sa faveur parce que Victoria avait empoisonné chaque puite de l'industrie avec des appels téléphoniques discrets et des avertissements soigneusement formulés. Jake retourna au parc de Caravan alors que le soleil se couchait sur Riverside, peignant le désert californien dans des nuances d'orange et de rouille. Sarah dormait déjà quand il monta dans le Winnebago. Ses devoirs de mathématiques toujours étalés sur la table, des marques de crayon montrant l'effort qu'elle avait mis à résoudre pour X pendant que son père résolvait pour la survie. Il s'assit dans le noir, l'écoutant respirer. Peut-être Victoria avait eu raison. Peut-être que s'éloigner avait été de la faiblesse déguisée en principe. La fierté était chère et sa fille en payait des intérêts. Mais alors il se rappela le regard sur le visage de Victoria quand il avait signé ses papiers. Juste une seconde, elle avait semblé presque effrayée. Et Jake réalisa que tout ce qu'elle avait fait depuis la campagne de diffamation, le fait d'être mis sur liste noire, la destruction coordonnée de sa réputation, n'avait pas été pour protéger l'introduction en bourse. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait jamais revenir, de s'assurer qu'il restait enterré. Ce genre de surréaction signifiait quelque chose. Cela signifiait que Victoria avait peur de quelque chose. Il ne savait juste pas quoi encore. L'unité de stockage à Riverside sentait le carton et le regret. Jake avait payé 85 $ par mois pour garder cet espace de 10x10 rempli de boîtes de son mariage. Mais le dernier paiement avait été rejeté. L'établissement avait envoyé un avis final. Videz-le où il mettrait aux enchères le contenu pour couvrir la dette. Sarah l'aida à charger des boîtes dans une camionnette empruntée. Son colocataire de collège l'avait prêté pour l'après-midi, le genre de faveur qui venait avec des silences gênants sur la profondeur de la chute de Jake. La plupart des boîtes contenaient des babioles, des décorations de Noël que Victoria avait insisté pour acheter. Des livres qu'aucun d'eux n'avait lus, les débris accumulés d'une vie qui avait semblé réussie de l'extérieur. « Papa, qu'est-ce que c'est? » Sarah tenait un disque dur externe poussiéreux, le genre qui avait été à la pointe en 2016, mais qui ressemblait maintenant à une preuve archéologique.
Quelqu'un l'avait étiqueté au marqueur Sharpie délavé. Payflow Alpha Build 2016. Ne pas supprimer. Le cœur de Jake frappa contre ses côtes. Il avait oublié cela. 3 ans après le mariage, Victoria avait traversé une phase de sécurité paranoïaque après qu'un concurrent ait essayé de débaucher ses ingénieurs. Elle avait exigé que Jake efface tous les fichiers de l'entreprise des appareils personnels. Il avait obtempéré après avoir créé une sauvegarde et l'avoir caché dans une boîte de vêtements d'hiver. Une assurance, se dit-il, juste au cas où. C'est un vieux truc de travail, chérie, dit il y a longtemps. Sarah tourna le disque dans ses mains. On peut le jeter. Nous avons besoin de place dans le camion. Non. Le mot sortit plus tranchant que prévu. Non, nous gardons celui-là. Cette nuit-là, après que Sarah se soit endormie, Jake brancha le disque dur sur son ordinateur portable. La lumière du plafond de la caravane vacilla tandis que le disque démarrait. De vieux plateaux gémissant à la vie. Des fichiers apparurent à l'écran. Des centaines d'entre eux. Code source, document de conception, chaîne d'email, spécifications techniques. L'architecture complète du système de traitement des transactions de Payflow figé dans le temps depuis 2016. Jake ouvrit le fichier de l'algorithme principal, Transaction Processor V1.0. Puis, le code défilait, familier comme sa propre écriture. Puis il le vit intégré dans les commentaires. Boucle de validation du chiffrement. Vérifier la redondance dans la rotation des clés. GM, à faire test de stress sous conditions de volume élevé. GM Jake Morrison. Ses initiales, ses commentaires, son architecture. Il ouvrit un autre fichier, Payment Gateway Logic. RS plus de preuves, protocole de repli. Si le serveur principal échoue, Jake s'assurait que cela gère les cas limites dans les transactions mobiles. Le souvenir revint avec une clarté écrasante. Fin 2016, la start-up de Victoria était en train de mourir. Le test bêta plantait chaque fois que le volume de transactions dépassait quelques centaines d'utilisateurs. Les investisseurs menaçaient de retirer leur financement de série A. L'entreprise avait peut-être 6 semaines avant de manquer de fonds. Jake avait passé 72 heures d'affilée dans le sous-sol. Se au café et à l'énergie désespérée de quelqu'un essayant de sauver le rêve de sa femme. Il avait reconstruit tout le back-end à partir de zéro, architecturé un système qui pouvait évoluer à des millions de transactions, implémenter des protocoles de chiffrement qui passeraient les audits de sécurité bancaire. Il avait sauvé l'entreprise, sauvé la réputation de Victoria, sauvé leur futur. Elle avait promis de le faire cofondateur. Cela n'est jamais arrivé. Elle avait expliqué que les investisseurs ne respectaient pas les maris sur la table de capitalisation, que cela ressemblait à du népotisme, qu'elle devait s'établir comme la seule vision technique derrière Payflow. Jake l'avait cru, avait accepté le rôle d'ingénieur fantôme parce qu'il l'aimait et lui faisait confiance et pensait que le partenariat signifiait plus que des titres. Il continua à fouiller les fichiers, trouva le dépôt de brevets enfoui dans un sous-dossier. Algorithme de transaction prédictif avec chiffrement dynamique déposé en octobre 2016. Inventeur Victoria Sterling, statut approuvé. Le nom de Jake n'apparaissait nulle part. Pas comme co-inventeur, pas comme contributeur, nulle part. L'écran devint flou. Jake réalisa que ses mains tremblaient. Victoria n'avait pas seulement pris son argent dans le divorce, elle avait pris son esprit. Elle avait volé le travail de ses mains et de son cerveau, l'avait breveté sous son nom, bâti un empire de 10 milliards de dollars sur du code qu'il avait écrit, puis l'avait convaincu qu'il était sans valeur. Elle avait fait croire au monde qu'il était un parasite tandis qu'elle vendait son génie à Wall Street. La caravane semblait trop petite. Jake sortit, ayant besoin d'air. La nuit à Riverside était encore chaude, le genre de chaleur désertique qui ne se rompait même pas après le coucher du soleil. Au-dessus, les étoiles luttaient contre la pollution lumineuse de Los Angeles et 50 miles à l'ouest. Quelque part dans cette lueur, Victoria était assise dans son penthouse,
se préparant à une introduction en bourse bâtie sur du code volé. Et personne ne savait. Personne sauf Jake debout dans un parc de caravanes avec 300 $ à son nom et la preuve d'un vol de propriété intellectuelle qu'il ne pouvait pas se permettre de poursuivre. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, frottant le sommeil de ses yeux. « Papa, ça va? » Jake se tourna. Sa fille se tenait là dans un T-shirt trop grand qui servait de pyjama, l'inquiétude gravée sur son jeune visage. Elle lui ressemblait tellement. Les yeux sombres, l'expression sérieuse, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était inquiète. Elle méritait mieux que cette caravane, mieux qu'un père qui avait choisi la fierté sur le pragmatisme, mais elle méritait aussi un père qui pouvait lui montrer que certaines choses importaient plus que l'argent, que l'intégrité n'était pas négociable, que quand quelqu'un vous volait, vous ne baissiez pas la tête et ne l'acceptiez pas. « Je vais bien, ma puce », juste en pensant à maman. Elle voulait dire Victoria. Sarah l'appelait encore parfois comme ça, même si Victoria avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait aucune part des devoirs de belle-mère à propos de trucs de travail, du vieux travail. « Allez, allons te remettre au lit. » Il l'aborda, embrassa son front et s'assit de nouveau devant l'ordinateur portable. Le document de brevet brillait à l'écran. Octobre 2016, Jake Morrison effacé. Victoria Sterling, inventeur et génie. Pas pour beaucoup plus longtemps. 3 jours plus tard, quelqu'un frappa à la porte de la caravane avec le genre d'autorité qui faisait vibrer l'aluminium bon marché. Jake avait fait des recherches sur des avocats en propriété intellectuelle, tous voulant des honoraires initiaux de 50 000 $ qu'il n'aurait jamais. Il avait demandé l'aide juridique et on lui avait dit que son cas ne se qualifiait pas. Le code volé n'était pas une question de droit civique. C'était juste un autre litige contractuel dans un système conçu pour favoriser celui qui pouvait se permettre de meilleurs avocats. Le coup vint de nouveau, plus fort. Jake ouvrit la porte. Debout dans la poussière et la chaleur du parc de Caravan de Riverside, se tenait un homme qui semblait être sorti d'une réalité entièrement différente. Fin cinquantaine, cheveux argentés coupés courts à la militaire, posture qui suggérait soit les forces spéciales, soit une vie de discipline qui revenait au même. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ce que le camion de Jake avait valu. Dans une main, il portait une mallette en cuir. Derrière lui, un Cadillac Escalade noir était à l'arrêt, la climatisation fonctionnant, les vitres teintées assez sombres pour cacher des secrets. Jake Morrison, la voix portait des voyelles plates du Midwest, et le genre de calme qui venait des hommes qui avaient vu le combat et survécu. Les instincts de Jake, affûtés par des années à lire les gens lors des réunions de révision de code, disaient que ce n'était pas un huissier de justice. Les huissiers de justice n'arrivaient pas dans des SUV à 60 000 $. Qui demande? Mon nom est Marcus Thorne. Je représente Harrison Cole. L'homme marqua une pause observant le visage de Jake pour une reconnaissance. Je crois que vous l'avez rencontré il y a 10 ans à Detroit. Le nom déclencha un souvenir que Jake avait enfoui sous une décennie d'autres préoccupations. Detroit 2014. Jake avait travaillé pour Union Electrical dans une usine des industries de défense du charbon. Bonne paye pendant qu'il décidait de sa prochaine étape après qu'une start-up ait échoué. Il y avait eu une explosion dans le bâtiment d'assemblage principal. Fuite de gaz, quelqu'un l'avait dit plus tard. Jake passait quand il entendit l'explosion, courut vers elle au lieu de s'éloigner. Parce que c'est ce que vous faisiez quand l'entraînement et l'instinct l'emportaient sur l'autopréservation. Il avait tiré un homme plus âgé de sous un portique effondré, administré la RCR tandis que d'autres couraient comme chercher de l'aide. L'homme avait survécu à une crise cardiaque. Jake était parti avant l'arrivée des ambulances, avant que quiconque ne puisse prendre son nom ou le faire remplir des rapports d'incident. Il avait juste fait ce qui devait être fait, puis était retourné au travail. Je me souviens de l'incendie de l'usine. Je ne savais pas qui j'avais aidé. L'expression de Thorne ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Approbation, peut-être. Vous avez sauvé la vie de Harrison Cole. Il vous cherche depuis 10 ans.
Son équipe de sécurité a finalement fait correspondre les données biométriques des caméras de secours de l'usine à vos dossiers du DMV. Il voulait vous remercier il y a des années, mais quand il a appris que vous aviez épousé Victoria Sterling, il a supposé que vous étiez heureux et riche. Il a gardé ses distances. Puis il a vu le divorce, exactement. Et les termes de ce divorce l'ont rendu méfiant. Thorne jeta un coup d'œil à la caravane, au terrain poussiéreux, à la preuve de la chute de Jake. Il a fait enquêter son équipe sur les finances de Payflow. Pas les dépôts publics, les vrais chiffres. Le pool de Jake s'accéléra. Pourquoi un entrepreneur de défense se soucierait-il des livres d'une entreprise de fintech? Thorne posa la mallette sur les marches branlantes de la caravane et l'ouvrit d'un clic, sortit une seule feuille de papier parce que Harrison Cole déteste les voleurs et Victoria Sterling est une voleuse. Le document était un relevé de virement bancaire, île Cayman, une société écran appelée Vance Holdings LLC. Le nombre en bas fit la vision de Jake Tunnell. 300 millions de dollars. Marcus Vance. Jake respira. Correct, l'amant est directeur des opérations de ton ex-femme. Elle a déplacé des actifs à l'étranger pour les cacher aux auditeurs de l'IPO et à toi. En vertu de la loi de distribution équitable de New York, si une partie dissimule des actifs pendant les procédures de divorce, l'intégralité du règlement peut être annulée. La partie dissimulatrice confisque généralement 100% des actifs cachés au conjoint. Jake prit le papier. Les chiffres ne semblaient pas réels. 300 millions dans un compte nommé d'après l'homme qui avait aidé à détruire son mariage. Victoria ne l'avait pas seulement trahi. Elle l'avait fait avec le genre de précision calculée qui parlait de mois de planification. Cela ne peut pas être la seule raison pour laquelle Cole vous a envoyé. Il ne me connaît pas. Pourquoi dépenserait-il des ressources là-dessus? Thorne ferma la mallette. Le frère cadet de Harrison Cole, David, était ingénieur logiciel. Il y a 20 ans, un associé a volé le code de David, l'a breveté, a bâti une entreprise valant 200 millions. David a poursuivi, mais ne pouvait pas se permettre de bons avocats. Il a perdu. 1 an plus tard, il a mangé son pistolet dans une chambre de motel à Tulsa. Les mots pesaient lourd. Jake comprit maintenant. Ce n'était pas de la charité. C'était une vengeance servie froide à travers 2 décennies. J'ai juré sur la tombe de David que si je trouvais un autre cas de vol de PE, je brûlerais le voleur jusqu'au sol. Pas pour de l'argent, pour lui. Les yeux de Harrison se fixèrent sur ceux de Jake. Victoria Sterling est volée de vous. Elle a fait croire au monde que tu es sans valeur, tandis qu'elle vendait ton génie à Wall Street. Ça finit. Tu me comprends, fils? Ça finit. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, écoute. Nous avons 3 mois avant cette introduction en bourse. Thorne va coordonner avec Quinn Emanuel les meilleurs avocats en pays du pays. Ils seront ici demain. Tu vas passer les 10 prochains jours à apprendre à témoigner, à présenter ton cas, à gérer un contre-interrogatoire hostile. Nous allons te reconstruire de zéro. Et puis nous allons retourner à New York et détruire son empire à la télévision en direct. Jake pensa à Sarah mentant à ses camarades de classe. Au sourire narquois de Victoria, quand elle lui avait offert la cabane et la location, à 9 mois de rejet et d'humiliation. Que dois-je faire? Harrison sourit pour la première fois. Ce n'était pas un sourire gentil. Tu dois te souvenir de chaque ligne de code que tu as écrite, de chaque conversation que tu as eue, de chaque promesse qu'elle a faite et rompue. Tu dois redevenir l'architecte, Jake, pas l'ex-mari brisé, l'architecte qui a bâti une entreprise de 10 milliards et vient collecter ce qui est sienne. Dehors, le rire de Sarah portait à travers la fenêtre ouverte. Elle se liait déjà d'amitié avec la petite fille du gérant du ranch, oubliant déjà le parc de caravanes. Jake entendit ce son, pur et sans défense, et sentit quelque chose bouger en lui. Il ne faisait pas cela pour de l'argent. Il ne le faisait même pas entièrement pour la justice. Il le faisait pour qu'un jour, quand Sarah serait plus âgée, il puisse la regarder dans les yeux et lui dire la vérité.
que quand quelqu'un vous vole, vous ne baissez pas la tête, vous vous battez. Et parfois, si vous avez de la chance et êtes têtu et soutenu par un milliardaire avec ses propres démons, vous gagnez. Je suis prêt, dit Jake. Harrison Cole hocha la tête. Bien, parce qu'en octobre, nous allons en guerre. La bibliothèque au Cole Ranch devint une salle de guerre le matin. Quand Jake se réveilla dans une chambre d'amis plus grande que l'ensemble du Winnebago, la lumière du soleil filtrait déjà à travers des fenêtres qui encadraient les montagnes Bridger, comme une photographie de tout ce qu'il avait perdu. Ses filles dormaient dans la pièce adjacente, la porte entre elles ouverte parce que Sarah faisait encore des cauchemars à propos de la nuit où la sécurité de Victoria les avait escortées du penthouse tandis que des photographes documentaient leur humiliation. Marcus Thorne apparut à 7 heures avec du café et un dossier manille assez épais pour arrêter des balles. L'équipe juridique arrive à 9 heures. Natasha Reyes de Quinn Emanuel est arrivée de Los Angeles la nuit dernière. 2 experts comptables légistes de Chicago atterrissent dans 20 minutes. Expert technique de la Silicon Valley à midi. Il posa le dossier sur la commode. Ceci est tout ce que nous avons sur les finances de Victoria. Tu devrais le lire avant que Natasha ne commence à poser des questions. Elle ne croit pas en l'interrogatoire doux. Jake ouvrit le dossier. Relevé bancaire montrant de l'argent circulant à travers des sociétés écrans selon des schémas conçus pour confondre les auditeurs. Chaîne d'emails entre Marcus Vance et des avocats offshore discutant des stratégies de protection des actifs. Dépôt d'entreprise qui listait Victoria comme seul inventeur sur des brevets couvrant une technologie que Jake pouvait prouver qu'il avait architecturée. Chaque page construisait d'un dossier qui aurait dû être infaillible. Mais Jake avait vu assez de litiges d'entreprise pour savoir que de vrais et sereins vivaient dans des univers différents. Sarah le trouva 1 heure plus tard, lisant toujours. Elle était déjà allée à l'écurie, s'était déjà liée d'amitié avec Emily Cole, la petite fille de 12 ans de Harrison, qui avait perdu son père à cause d'un IUD à Kandahar, et comprenait ce que cela signifiait quand la famille se brisait. Les filles prévoyaient de monter à cheval après le déjeuner si Jake disait que c'était bon. Et pourraient-elles, s'il te plaît, papa? Parce que le poney d'Emily s'appelait Buttercup, et Sarah n'avait jamais monté un vrai cheval avant. Jake regarda le visage de sa fille, illuminé d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis avant le divorce, et réalisa que Harrison Cole avait acheté quelque chose de plus précieux que l'expertise juridique. Il avait acheté à Sarah une enfance où elle n'avait pas à mentir à propos des iPads ou à prétendre que leur pauvreté était temporaire. Pour cela seul, Jake aurait traversé le feu. Bien sûr, tu peux monter. Juste écoute l'entraîneur et porte un casque. Elle l'étreignit et partit en courant, appelant déjà Emily. Le son de son rire résonna dans le couloir comme une promesse que de meilleurs jours pourraient réellement exister. Natasha Reyes arriva dans un hélicoptère qui atterrit sur la plateforme privée du ranch avec l'efficacité agressive de quelqu'un qui mesurait le temps et les heures facturables. Elle était plus jeune que Jake ne s'y attendait, milieu de la quarantaine, avec des cheveux noirs coupés courts et des yeux qui disséquaient les gens comme du code en attente de débogage. Elle portait un costume qui réussissait à paraître à la fois cher et pratique. Et quand elle serra la main de Jake, sa prise portait la pression de quelqu'un qui avait passé des décennies à prouver qu'elle avait sa place dans des pièces qui ne la voulaient pas. La bibliothèque avait été transformée du jour au lendemain. La table de conférence qui hier tenait les souvenirs militaires de Harrison supportait maintenant 3 ordinateurs portables, 2 imprimantes et assez de documents légaux pour reconstruire l'histoire entière de Payflow, de l'incorporation à l'introduction en bourse imminente. Des tableaux blancs tapissaient un mur déjà couvert de chronologie et d'organigrammes financiers. C'était un litige comme opération militaire. Et Jake était l'objectif de la mission. Natasha était assise en face de lui. Ne souris pas. Ne perdis pas de temps en politesse. Pourquoi as-tu signé les papiers du divorce? Jake ouvrit la bouche pour répondre. Elle le coupa. Ne me dis pas que tu voulais partir. Ça te fait paraître faible. Ne me dis pas que tu es fatigué de te battre. Ça te fait paraître vaincu.
Ne me dis pas que tu pensais que c'était de la bonne chose à faire. Ça te fait paraître naïf. Elle se pencha en avant. Les avocats de Victoria te dépeindront comme un ex-mari amer qui a fait une mauvaise affaire et veut maintenant un paiement parce que ton compte bancaire est vide. Ils diront que tu as le manche du vendeur. Pourquoi as-tu signé? La question frappa comme un poing. Jake avait passé 9 mois à se poser la même question, généralement à 3 heures du matin, quand l'insomnie et la honte lui tenaient une compagnie. Il avait répété des réponses qui semblaient nobles ou fondées sur des principes ou dignes. Elles sonnaient toutes creux maintenant, parce que je ne savais pas qu'elle avait volé le travail de ma vie, parce que je lui faisais confiance quand elle disait que l'entreprise était la sienne. J'ai signé sous la contrainte causée par la dissimulation frauduleuse de propriété intellectuelle. L'expression de Natacha ne changea pas. Prouve-le. J'ai le disque de sauvegarde avec objection. Tu plaides. Tu demandes la permission d'être en colère. Elle se leva, marcha vers la fenêtre, se retourna. Tu es l'architecte, Jake. Arrête de parler comme si tu louais de l'espace dans ta propre histoire. La critique piquait parce qu'elle était exacte. Jake avait passé 9 mois à accepter le récit que l'équipe de RP de Victoria avait écrit. Au chômage, instable, exigeant. Il avait tellement intériorisé le mensonge que même maintenant, avec des preuves de vol dans un dossier manille, une partie de lui croyait encore qu'il avait en quelque sorte mérité cela. Pendant 3 jours, ils le démantelèrent. Natacha posa des questions conçues pour exposer chaque faiblesse de son témoignage. Pourquoi n'avait-il pas gardé de meilleurs registres? Pourquoi avait-il accepté de travailler sans compensation formelle? Pourquoi avait-il cru aux promesses de Victoria concernant le statut de cofondateur? Chaque question épluchait une autre couche d'auto-tromperie jusqu'à ce que Jake se tienne nu devant la vérité. Il avait été complice de sa propre effacement parce qu'il avait aimé quelqu'un qui avait vu cet amour comme une faiblesse exploitable. Le 4e jour, ils commencèrent à reconstruire. Des experts techniques firent marcher Jake à travers le codebase qu'il avait écrit, le forçant à articuler non seulement ce qu'il avait bâti, mais pourquoi. L'architecture n'était pas juste élégante, elle était nécessaire. Chaque décision de conception abordait des défis de mise à l'échelle spécifiques que les entrepreneurs offshore de Victoria avaient mal compris. Le bug qu'ils avaient introduit n'était pas juste dangereux. C'était la preuve d'une ignorance fondamentale de la façon dont le système fonctionnait. Jake se retrouva à habiter le code de nouveau. Payflow n'était pas la machine de Victoria. C'était son esprit traduit en porte logique et protocole de chiffrement. Voir comment elle l'avait corrompu avec des mises à jour incompétentes ressemblait à regarder quelqu'un dégrader une cathédrale parce qu'il ne comprenait pas les murs porteurs. « Montrez-nous la faille », demanda Natacha. Jake afficha le code source actuel de Payflow sur l'un des ordinateurs portables. Quelqu'un de l'équipe de Victoria, probablement le neveu de Marcus Vance, qui avait été embauché directement d'un camp d'entraînement de codage et avait reçu un titre senior à cause du népotisme, avait fait des changements catastrophiques ici. Ligne 847, ils ont retiré le régulateur de volume que j'avais intégré à la rotation des clés de chiffrement. Son doigt traça l'écran. Sans cela, lorsque le volume de transactions dépasse 10 000 requêtes simultanées, ce qui arrivera à l'instant où les échanges s'ouvriront le jour de l'IPO, le système essaie de régénérer les clés de chiffrement plus vite qu'il ne peut les valider. Cela crée une défaillance en cascade. Le pare-feu tombe. Les données utilisateurs sont exposées. L'un des experts techniques, une femme nommée Chen, qui avait effectué des audits de sécurité pour le département de la Défense, se pencha. Peut-on le réparer? 4 heures si vous savez ce que vous faites. 4 mois si vous ne savez pas. Victoria ne sait même pas que le bug existe. Natacha sourit pour la première fois depuis son arrivée. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'est l'option nucléaire. Nous prouvons que le code est volé et dangereux. Nous prouvons que tu es le seul qui peut le réparer. La SEC arrête les échanges. L'empire de Victoria s'effondre à la télévision en direct. Jake pensa à Sarah, apprenant actuellement à galoper sur un poney nommé Buttercup,
Tandis qu'Emily Cole criait des encouragements. Sa fille méritait plus que la vengeance, mais elle méritait aussi un père qui ripostait quand on lui faisait du tort, qui lui montrait que l'intégrité n'était pas seulement de fuir les combats. Parfois, cela signifiait apporter un combat à quelqu'un qui avait supposé que vous ne vous lèveriez jamais. Faisons-le. L'entraînement s'intensifia. Ils menèrent des fausses dépositions où Natasha jouait l'avocate de Victoria avec une telle précision vicieuse que Jake oubliait parfois qu'ils étaient du même côté. Elle attaqua ses références, son écart d'emploi, ses motivations. Elle suggéra qu'il avait volé le disque de sauvegarde des serveurs de Victoria. Elle insinua que les commentaires de code avec ses initiales auraient pu être ajoutés rétroactivement. Elle le mit tellement en colère que 2 fois il se leva et sortit, ce qui était exactement le but. Tu penses que les avocats de Victoria seront plus gentils? La voix de Natasha le suivit dans le couloir pendant l'une de ses sorties. Ils t'éviscéreront si tu laisses l'émotion l'emporter sur l'épreuve. Reviens ici. À la fin de la première semaine, Jake avait mémorisé non seulement le code, mais la chronologie. Octobre 2016. Test bêta Payflow échouant. Investisseurs menaçant de retirer le financement. Jake passant 72 heures à reconstruire le back-end tandis que Victoria gérait les relations avec les investisseurs. Le dépôt de brevet 3 semaines plus tard avec son nom comme seul inventeur. Le pivot de la quasi-faillite au financement de série B en moins de 6 mois. Chaque jalon bâti sur une architecture que Jake pouvait prouver qu'il avait créée. Sarah apparut dans la bibliothèque. Un après-midi, tandis que Jake révisait des dépositions, elle était devenue plus bronzée par le soleil du Montana, plus forte en montant à cheval et en faisant des randonnées avec Emily. Les 2 filles étaient devenues inséparables, s'enseignant des choses. Sarah expliquant des concepts de codage, tandis qu'Emily démontrait comment lire les modèles météorologiques dans les nuages. Papa, Emily dit que son grand-père veut que tu dînes avec lui ce soir. Juste vous deux. Jake leva les yeux des mémoires juridiques. A-t-il dit pourquoi? Sarah haussa les épaules. Des trucs d'adultes, probablement. Puis-je rester dans la chambre d'Emily? Nous faisons un site web sur les chevaux. La demande était si normale, si magnifiquement, banalement normale que Jake ne pouvait presque pas la traiter. C'était ce que les enfants de 11 ans devraient faire. Pyjama party et site web et amitié non compliquée par la pauvreté ou la honte. Bien sûr, ma puce. Juste brosse tes dents et ne reste pas debout trop tard. Harrison Cole était assis dans la même chaise près de la cheminée de la bibliothèque. Bien que l'automne soit arrivé dans le Montana et que le feu combattait maintenant un vrai froid plutôt que le souvenir de l'hiver, il avait visiblement vieilli même pendant la semaine où Jake avait été au ranch. La maladie cardiaque était en train de gagner sa longue guerre contre l'entêtement et la volonté. « Asseyez-vous, fils. Servez-vous un bourbon si vous voulez. Je ne suis plus censé boire, alors je le fais par procuration à travers les invités. » Jake s'assit, ne versa pas le bourbon. Harrison l'observait avec ses yeux gris acier, qui avaient vu des hommes mourir et des empires bâtis, et ne rataient probablement pas grand-chose. Natasha dit, « Vous êtes prêts. Dis que vous pouvez gérer un contre-interrogatoire hostile. Restez calme sous pression. Articulez des concepts techniques pour un jury qui ne comprend pas le code binaire. » C'est vrai? Je pense que oui, monsieur. Ne pense pas non, parce qu'une fois que nous aurons déposé cette injonction, il n'y aura plus de retour en arrière. Victoria viendra à vous avec tout ce qu'il lui reste. Les médias fouilleront votre passé. Ils trouveront chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse. Tu dois être sûr, Jake. Pas pour moi, pour cette fille à l'étage faisant des sites web avec ma petite fille. La lumière du feu peignait le visage de Harrison dans les ombres et l'âge. Jake comprit ce qui n'était pas dit. Ce combat coûterait à Harrison des ressources et sa réputation. S'il perdait, si les avocats de Victoria prouvaient que Jake avait fabriqué des preuves ou volé le disque de sauvegarde, ou agi par méchanceté plutôt que par grief légitime, le contre-coup endommagerait Cole Defense Industries. Les contrats gouvernementaux dépendaient de la réputation. Harrison pariait son héritage sur l'honnêteté de Jake.
Je suis sûr qu'elle a volé mon travail, l'a breveté, a bâti un empire sur mon esprit, puis a détruit ma réputation quand je suis parti. Ça finit maintenant. Harrison hocha lentement la tête. Ta fille m'a demandé aujourd'hui si les gens riches sont toujours méchants. Et Mel lui a apparemment parlé de certains enfants de son ancienne école qui se moquaient d'elle après la mort de son père parce qu'elle pleurait au déjeuner. Il marqua une pause. Je lui ai dit que l'argent ne rend pas les gens méchants. Cela facilite juste la tâche aux personnes méchantes de cacher ce qu'elles sont. Et parfois, cela supprime les conséquences qui tiennent les gens méchants en échec. Le vieil homme se déplaça dans son fauteuil roulant, resserrant la couverture. Victoria Sterling a commencé effrayée. Son père lui a dit qu'elle n'était pas assez intelligente, pas assez dure, pas assez, tout simplement. Alors elle a construit une armure d'ambition et d'impitoyabilité. Mais quelque part en chemin, l'armure est devenue la personne. Elle a oublié que les meilleures choses de la vie, la loyauté, l'honneur, l'amour, ne peuvent être achetées, brevetées ou mises sur le marché. Jake pensa à la Victoria qu'il avait épousée dans ce café de Boston. La femme qui avait pleuré le jour de leur mariage parce que son père avait refusé d'y assister. La belle-mère qui avait lu des histoires de Dr. Seuss à Sarah avec des voix amusantes et une affection sincère. Cette femme avait existé autrefois. Peut-être qu'elle existait encore quelque part sous l'armure de la PDG, mais cela n'avait pas d'importance. La femme qui avait volé son code et détruit sa réputation n'était pas quelqu'un qu'il pouvait atteindre avec des appels à une affection passée. Elle a fait ses choix, monsieur. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Bien. Harrison sonna une petite cloche sur la table d'appoint. Marcus Thorne apparut d'où il attendait quand on n'avait pas besoin de lui. Montrez-lui la chronologie de la transformation. Demain, nous commençons la phase 2. La phase 2 signifiait la reconstruction visuelle. Harrison croyait dans la sémiotique, le langage que les symboles envoyaient et avant que les mots ne puissent compliquer les messages. Jake ne pouvait pas entrer dans une salle d'audience de New York, vêtu des vêtements de la défaite. Victoria apparaîtrait dans Armani, puis en outsourcing, à la Boyson, soutenu par des avocats en costume qui coûtaient plus cher que des voitures. Jake devait projeter quelque chose de différent, pas une richesse essayant d'égaler la richesse, une autorité qui venait de la compétence plutôt que du capital. Le tailleur arriva de New York le lendemain matin. Pas un seul vendeur, mais une équipe, des spécialistes des vêtements pour hommes américains de l'atelier de Tom Ford et de la division sur mesure de Brooks Brothers. Ils n'apportèrent pas d'options décontractées. Ils apportèrent une structure et puissance habillées en simplicité. Jake se tenait dans ce qui avait été une chambre d'amis et était maintenant une cabine d'essayage temporaire, mesurée et épinglée tandis que 3 personnes discutaient des poids de tissu et de la construction des épaules comme des stratèges militaires, planifiant une invasion. Laine gris anthracite des usines de Massachusetts, coton blanc de métier à tisser qui avaient fourni des chemises de ville au président. Chaussures en cuir noir d'un fabricant du Maine qui fabriquait des Oxford depuis avant la naissance de Jake. Quand ils eurent fini Baon, Jake reconnut à peine son reflet. Le costume lui allait comme s'il avait été cultivé plutôt que fait. Coupe américaine avec de larges épaules et des lignes épurées qui suggéraient la compétence sans ostentation. Pas de cravate, col ouvert. Le message n'était pas la richesse. C'était une confiance qui n'avait pas besoin de décoration. Sarah le vit et s'arrêta net dans le couloir. « Papa, tu ressembles à un super-héros. » Jake s'agenouilla à son niveau, faisant attention à ne pas froisser le costume. « Je ne suis pas un super-héros, ma chérie. Juste un papa qui se bat pour ce qui est juste. » Elle le serra assez fort pour écraser la confection soignée. « C'est ce qui fait de toi un super-héros. » Emily apparut derrière elle, souriant. « Mon grand-père dit que tu vas faire payer les méchants. »« Les méchants, c'est ton ex-femme? » Jake jeta un coup d'œil à Thorne, qui eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « Emily, ce n'est pas... » « C'est bon. » Jake se leva.
lissa le costume. Oui, ma chérie, la méchante personne est mon ex-femme. Elle a appris quelque chose qui n'était pas à elle. Nous allons le récupérer. Emily hocha la tête avec la certitude d'une enfant qui avait appris jeune que le monde brisait les gens et que parfois ces gens devaient riposter. Bien. Grand-père dit que les voleurs sont peurs que des lâches parce que les lâches ne se font de mal qu'à eux-mêmes. Les filles s'enfuirent, planifiant déjà leur prochaine aventure. Thorne les regarda partir. Harrison ne sucre pas la réalité pour Emily. Son père est mort parce que quelqu'un dans la chaîne d'approvisionnement ait volé des fonds destinés à un blindage et s'est acheté une maison de plage à Miami à la place. Elle comprend que le vol tue. Jake y pensa, à la cupidité d'un bureaucrate se traduisant par des éclats d'obus dans un Humvee. Et Emily grandissant sans père parce que quelqu'un avait décidé que l'argent importait plus que les vies. Les enjeux ici étaient différents, mais le principe était le même. Victoria avait volé quelque chose qui n'était pas à elle, et le vol avait des conséquences qui se répercutaient sur des personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée. À 3000 mètres de là, à Manhattan, Victoria Sterling était assise seule dans le penthouse qui ne lui semblait plus être chez elle. Marcus Vance était à Chicago, rencontrant des investisseurs institutionnels qui voulaient des assurances sur l'infrastructure de sécurité de Payflow avant de s'engager dans l'IPO. L'appartement résonnait d'un vide coûteux. Elle avait demandé au décorateur d'intérieur de retirer tout ce qui suggérait que Jake avait un jour vécu ici. Ses livres, ses tasses de café, la photo encadrée du premier jour de maternelle de Sarah. L'espace ressemblait maintenant à une page de magazine, parfait et sans âme. Victoria ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qu'elle gardait verrouillé même pour le personnel de nettoyage. À l'intérieur, une seule photographie pliée au coin d'avoir été tenue trop de fois. Boston 2015, un café près du MIT. Victoria, fraîchement diplômée de Wharton avec un MBA et des dettes écrasantes, et un père qui lui avait dit qu'elle n'y arriverait jamais parce que les femmes ne comprenaient pas la technologie. Jake, de l'autre côté de la table, son ordinateur portable ouvert, expliquant un algorithme qu'il construisait juste pour la joie de la création. Elle se souvenait de cet après-midi avec une clarté douloureuse. Jake avait écouté sa présentation pour une start-up de FinTech avec une sorte d'attention qui la faisait se sentir vue plutôt qu'évaluée. Puis il avait esquissé une architecture sur une serviette en papier, lui montrant comment résoudre des problèmes de mise à l'échelle qu'elle n'avait même pas encore identifiés. Ils avaient parlé pendant 4 heures. À la fin, ils avaient un plan. Elle s'occuperait des investisseurs et du développement commercial. Ils construiraient la technologie. Ce partenariat était devenu une romance. La romance était devenue un mariage. Pendant les premières années, cela a fonctionné. Victoria levait des fonds pendant que Jake architecturait des miracles dans leur sous-sol. Ils formaient une équipe. Puis son père appela après la clôture de la série A. « Tu laisses ton mari construire l'entreprise? Que se passe-t-il s'il part et emmène le seul cerveau de la relation avec lui? » Les mots s'étaient enfouis profondément. Victoria commença à se demander ce qui se passerait si Jake partait. Si les investisseurs réalisaient qu'elle ne comprenait pas la technologie qui alimentait sa propre entreprise, si son père avait raison sur son insuffisance fondamentale. Alors, elle avait pris des précautions, déposé le brevet sous son seul nom, dit à Jake que c'était à des fins fiscales, pour l'optique des investisseurs, pour une douzaine de raisons qui semblaient plausibles lorsqu'elles étaient enveloppées de jargon financier. Il l'avait cru parce qu'il l'aimait. Et elle l'avait laissé croire parce qu'elle n'avait plus besoin de prouver que son père avait tort que de mériter la confiance de Jake. L'affaire avec Marcus avait commencé comme un réseautage stratégique. Il était connecté, expérimenté, savait comment naviguer dans la politique de l'entrée en bourse. Mais quelque part au cours de ces séances de stratégie tard le soir, Victoria avait trouvé quelqu'un qui la voulait pour son pouvoir plutôt qu'en dépit de celui-ci. Marcus ne se souciait pas qu'elle ne puisse pas coder. Il se souciait qu'elle puisse commander une pièce, conclure un accord, projeter le genre de confiance qui faisait que les investisseurs écrivaient des chèques.
Jake se souciait qu'elle soit humaine. Marcus se souciait qu'elle soit utile. Et quand le père de Victoria mourut d'une crise cardiaque il y a 2 ans, la dernière chose qu'il lui avait dit à l'hôpital était qu'elle n'avait toujours pas prouvé qu'elle était capable de diriger une entreprise sans l'aide d'un homme seul. Elle avait mis Jake à la porte 3 mois plus tard. Maintenant, assise dans un penthouse qui ressemblait à un mausolée, Victoria regarda la photographie et se demanda ce qu'il en coûtait d'avoir raison. Son père était mort. Jake était parti. Marcus restait pour l'argent et partirait quand une meilleure offre apparaîtrait. L'IPO la rendrait immensément riche, et c'est gage soit riche, mais elle serait riche et seule d'une manière qui n'avait rien à voir avec son statut matrimonial. Son téléphone vibra. Marcus envoyant un SMS depuis Chicago. Les investisseurs sont solides, l'IPO est en bonne voie, tu devrais célébrer. Victoria remit de la photographie dans le tiroir, le verrouilla, se versa 3 doigts de scotch et se tint près de la fenêtre, regardant Manhattan. Quelque part là-bas, 8 millions de personnes vivaient des vies qui ne leur demandaient pas de choisir entre l'amour et la validation. Elle avait choisi, clarifié son choix lorsqu'elle avait signé le brevet, lorsqu'elle avait commencé l'affaire, lorsqu'elle avait regardé Jake dans les yeux et lui avait offert des miettes de la table qu'il avait construite. Pas de retour en arrière maintenant. L'IPO était dans 8 semaines. Après cela, elle aurait assez d'argent pour prouver que son père avait tort pour toujours. Cela devrait suffire. De retour au Montana, Marcus Thorne tendit à Jake une seule feuille de papier. Il se tenait dans la bibliothèque où une grande partie de la préparation avait eu lieu. Mais maintenant, les tableaux blancs étaient propres et les ordinateurs portables rangés. Demain, il s'envolerait pour New York. Ce soir était le briefing final. Ceci est le coupe-circuit. Analyse technique de l'affaire de sécurité. Une fois cela entré dans le dossier public, la bourse de New York arrêtera immédiatement la négociation sur Payflow. Au moment où vous le déposerez, l'empire de Victoria prendra fin. Pas de retour en arrière. Jake prit le papier. L'analyse était brutale et précise. Le travail de Chen vérifié par 3 experts en sécurité indépendants qui étaient tous arrivés à la même conclusion. Le bug n'était pas seulement dangereux, il était catastrophique. Et le réparer exigeait de comprendre une architecture que seule une personne pouvait expliquer. Elle me haïra pour le reste de sa vie. L'expression de Thorne ne changea pas. Elle vous a déjà détruit, vous a rendu invisible. Cela vous rend juste visible à nouveau. Et son cauchemar est que le monde vous verra enfin. Jake plia le papier dans la poche de sa veste. La nouvelle veste, parfaitement ajustée, faite pour un homme sur le point d'entrer en guerre. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte, sac à dos, prête pour le vol de retour vers l'Est. Elle avait pleuré en disant au revoir à Emily, avait promis de faire des appels vidéo tous les jours, avait fait des plans pour les étés au Montana qui supposaient un avenir où Jake pourrait se permettre des billets d'avion et des chambres d'hôtel et toute l'infrastructure de la normalité. « Papa, je ne veux pas partir. On peut rester. » Jake s'agenouilla, lui prit les mains. « Nous ne pouvons pas rester, ma chérie. Mais ce n'est pas un adieu au Montana. C'est un au revoir pour l'instant. Tu promets qu'on reviendra? » Il pensa à l'injonction qui attendait d'être déposée, aux avocats de Victoria et à la tempête médiatique, et à toutes les façons dont cela pouvait mal tourner de manière catastrophique. Mais il pensa aussi au code qu'il avait écrit, aux preuves qu'il avait recueillies, à la vérité qui éclaterait, quel que soit le nombre de cabinets de relations publiques qui essaieraient de l'enterrer. Je promets qu'après avoir fini ce que nous avons commencé, nous reviendrons. Sarah le serra dans ses bras. Par-dessus son épaule, Jake vit Harrison Cole être poussé en fauteuil roulant dans la bibliothèque par une infirmière. Le vieil homme semblait diminué par la maladie et l'âge, mais ses yeux étaient aussi perçants que le jour de leur rencontre. « Prenez soin de mon petit-fils, Jake. Cette fille a la froide obstination et l'honneur de son père. Ne laissez pas le monde lui arracher ça. » Jake resta immobile, tenant la main de Sarah. « Je ne le ferai pas, monsieur. Et merci pour tout. » Harrison rejeta la gratitude d'un geste de la main.
remerciez-moi en gagnant. Allez à New York, déposez cette injonction, montrez-leur ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le Gulf Stream quitta Bozeman pour l'obscurité. En dessous, les lumières du Montana s'étalaient en fines lignes sur une vaste immensité. Sarah s'endormit en 1 heure, la tête contre l'épaule de Jake, épuisée par l'adrénaline des 10 derniers jours. Elle avait appris à monter à cheval et à créer des sites web et à croire que les gens pouvaient être gentils sans attendre de paiement. Thorne était assis de l'autre côté de la cabine, lisant des documents à la douce lumière des plafonniers. Dehors, l'Amérique défilait sous eux, des montagnes cédant la place aux plaines, des plaines aux grands lacs et des lacs au littoral est où la densité remplaçait l'espace et l'opportunité se mesurait à ce que vous pouviez prendre plutôt qu'à ce que vous pouviez construire. Jake sortit son iPad, ouvrit l'Instagram de Victoria. Sa dernière publication la montrait à la Bourse de New York, robe rouge de pouvoir et sourire confiant, debout devant le bâtiment où Payflow entrerait en bourse dans 6 semaines. La légende disait « Demain, nous ferons l'histoire. Âge Payflow, femme dance la tech, hoche self-made. » Les commentaires affluaient, éloges et inspirations, et femmes la remerciant d'avoir brisé les barrières. Self-made, le mensonge que tout le monde croyait parce que Victoria avait détruit les preuves de collaboration si minutieusement que même les gens qui auraient dû savoir mieux acceptaient le récit. Jake ferma l'application. Le mensonge vivrait encore 6 semaines. Puis il mourrait à la télévision en direct. Et Victoria apprendrait ce que tout bâtisseur finit par comprendre. Les fondations Content et les bâtiments construits sur un terrain volé ne survivent pas au tremblement de terre. Ils atterrirent à Teterboro aux heures mortes avant l'aube. La zone métropolitaine de New York s'étendait sous eux comme une carte mère. Lumière orange au sodium marquant des rues qui ne dormaient jamais. C'était la ville de Victoria, son territoire, l'endroit où elle avait bâti sa réputation et ses relations, et le genre de pouvoir qui venait d'être présenté dans les bons magazines et invité aux bonnes galas. Mais c'était aussi la ville où Jake avait appris à coder à l'université, où il avait construit sa première start-up dans un loft de Brooklyn avant qu'elle n'échoue et ne lui apprenne que les chèques n'étaient que des données. New York n'appartenait pas à Victoria. Elle appartenait à quiconque pouvait survivre à son indifférence aux sentiments. 2 SUV noirs attendaient sur le tarmac. Thorne avait organisé des hébergements dans un hôtel de charme à Tribeca. Rien de flashy, mais propre et sûr et proche du tribunal du district sud où l'injonction serait déposée. Sarah remua en descendant les escaliers, clignant des yeux aux lumières de la ville qui rendaient le ciel orange. « Nous sommes là. Nous sommes là, ma chérie. Allons-nous gagner, papa? » Jake regarda sa fille, 11 ans, et apprenant déjà que le monde exigeait de se battre pour ce qui était juste, il aurait pu mentir, lui offrir la fiction confortable que le bien triomphe toujours du mal. Mais Sarah méritait la vérité. Je ne sais pas, mais nous allons nous battre, et parfois se battre suffit. Elle lui prit la main alors qu'ils marchaient vers les voitures qui attendaient. Derrière eux, le Gulf Stream était posé sur le tarmac comme une promesse que la retraite était toujours possible. Devant, Manhattan s'élevait en verre et acier et toute la machinerie du capitalisme américain qui récompensait les gagnants et oubliait les perdants avec une efficacité égale. La chambre d'hôtel donnait sur le Hudson. Sarah s'endormit en quelques minutes, épuisée par le voyage et les fuseaux horaires. Jake se tenait à la fenêtre, regardant les bateaux remonter la rivière à contre-courant, pensant au code et au brevet et au moment dans 6 semaines où il monterait les marches du palais de justice et déposerait des documents qui feraient exploser l'empire de Victoria. Son téléphone vibra. Texte de Thorne. Réunion d'équipe demain, 9 heures, bureau de Quinn Emmanuel. Natasha veut faire la dernière préparation avant que nous ne déposions. Dors bien. Jake posa le téléphone, regarda Sarah, endormie dans le lit adjacent, un bras autour de l'ours en peluche qu'elle avait depuis sa naissance. Elle avait déjà perdu une mère à cause de l'égoïsme. Victoria avait été la deuxième chance, la belle-mère,
qui lui avait lu des histoires et lui avait appris à penser de manière critique et lui avait montré que les femmes pouvaient construire des empires. Puis Victoria avait choisi l'empire plutôt que l'enfant. Si Jake échouait, si les avocats de Victoria prouvaient qu'il avait fabriqué des preuves ou agi par méchanceté plutôt que par grief légitime, Sarah apprendrait que se battre pour ce qui est juste se terminait parfois par une défaite. Mais s'il réussissait, elle apprendrait quelque chose de plus précieux. Que la compétence durait plus longtemps que les diplômes, que le travail importait plus que les titres, que la personne qui construisait quelque chose le comprenait toujours mieux que la personne qui s'en attribuait le mérite. Demain, la préparation prendrait fin. La vraie guerre commencerait. Et quelque part dans un penthouse 92 étages au-dessus de la ville, Victoria Sterling dormait profondément, confiante que l'homme qu'elle avait jugé obsolète n'aurait jamais les ressources ou le courage de la défier. Elle se trompait. Et dans 6 semaines, le monde entier la verrait apprendre à quel point elle se trompait. Jake ferma les rideaux, s'allongea sur le lit d'hôtel, ferma les yeux et vit du code défiler comme de la poésie. Des lignes qu'il avait écrites dans un sous-sol pendant que Victoria charmait les investisseurs à l'étage. Une architecture qui avait sauvé une start-up mourante et lancé un empire de milliards de dollars. Son esprit, son travail, sa création. Demain, il allait commencer à le reprendre. Le matin de l'introduction en bourse arriva avec le genre de soleil d'octobre vif qui faisait que New York ressemblait à la ville que les gens venaient chercher en espérant la trouver. Victoria Sterling se réveilla à 5 heures dans le penthouse qui n'avait jamais cessé de sembler vide, malgré les assurances du décorateur selon lesquelles le minimalisme projetait la puissance. Elle avait à peine dormi. L'adrénaline et l'ambition faisaient de mauvais compagnons de lit, mais son reflet ne montrait aucune des fatigues. La styliste était arrivée à 4h30 pour assurer la perfection. Cheveux tirés en un chignon sévère qui encadrait son visage comme un casque. Maquillage appliqué avec une précision chirurgicale. La robe Armani rouge pendait à la porte du placard, agressive comme une déclaration de guerre. Marcus Vance apparut de la chambre d'amis où il dormait depuis le voyage à Chicago. Leur relation s'était calcifiée en quelque chose de transactionnel. Il fournissait l'expertise opérationnelle et la légitimité sociale. Elle fournissait la proximité avec une richesse qui les rendrait tous deux milliardaires avant midi. La romance était morte quelque part entre la série C et la couverture de Forbes, remplacée par le genre de partenariat qui prospérait sur l'avantage mutuel plutôt que l'affection. « Tu es prête pour ça? » Sa voix n'avait aucune de la chaleur qu'elle avait lorsqu'ils avaient commencé l'affaire. Juste de l'évaluation, du calcul. Victoria enfila la robe, le laissa à la zipper. « Je suis prête depuis 10 ans. » La limousine roula lentement dans le trafic matinal vers le Lower Manhattan. Victoria vérifiait son téléphone de manière compulsive. Futurs boursiers, alertes d'actualité, réactions sur les médias sociaux au blitz médiatique de la nuit dernière. Tout indiquait le triomphe. Les analystes prédisaient que l'action ouvrirait à 45 et atteindrait 80 avant le déjeuner. La base d'utilisateurs de Payflow avait augmenté de 30% au dernier trimestre. Les projections de revenus dépassaient même les modèles les plus optimistes. La technologie fonctionnait parfaitement, traitant des millions de transactions quotidiennement sans une seule faille de sécurité. Elle avait construit cela, pris une start-up en difficulté et l'avait transformée en un mastodonte de la FinTech. Son père avait eu tort sur ses capacités, tort sur les femmes dans la technologie, tort sur tout. Aujourd'hui, elle le prouverait à un cadavre et à un monde qui avait passé une décennie à douter. La bourse de New York se dressait devant, colonne néoclassique baignée par la lumière du matin. Des photographes bordaient la rue, les appareils photos clignotaient déjà. Victoria sortit de la limousine dans un mur d'attention. C'était la validation qu'elle avait désirée depuis l'école de commerce. Le monde regardant, documentant, la reconnaissant comme quelqu'un qui comptait. À l'intérieur du balcon VIP surplombant le parquet boursier, du champagne attendait dans des seaux à glace.
Membres du conseil d'administration et premiers investisseurs se regroupaient dans des costumes coûteux, projetant une confiance qui masquait la terreur inhérente à chaque introduction en bourse. Des fortunes seraient faites ou perdues en fonction de chiffres qui vacillaient sur les écrans, et tout le monde prétendait que le hasard était en quelque sorte contrôlé. Victoria se tenait à la balustrade, regardant les traders se rassembler en dessous. Le prix d'ouverture était fixé à 45 $ par action, une valorisation de 20 milliards de dollars. Elle en posséderait 40% après dilution. 8 milliards de dollars, plus d'argent que son père n'en avait gagné dans toute sa carrière au fonds spéculatif, où il avait passé des décennies à prouver qu'il était assez intelligent pour gérer la richesse des autres. Marcus apparut à ses côtés, le champagne déjà à la main. « Tu as l'air de 8 milliards de dollars », le corrigea-t-elle automatiquement. « J'ai l'air de quelqu'un qui a gagné 8 milliards de dollars. » Il sourit sans chaleur. Bien sûr, self-made, n'est-ce pas? L'amertume dans sa voix ne fut enregistrée qu'à un niveau secondaire par la concentration de Victoria. Ils en discuteraient plus tard. Ou pas. Après aujourd'hui, elle aurait assez d'argent pour remplacer quiconque deviendrait inopportun, y compris Marcus. À 9h20, 5 minutes avant la cloche d'ouverture, quelqu'un du personnel de la bourse s'approcha avec un presse-papier. Vérification finale standard. Tout était prêt. Le marteau attendait sur le podium. Les canons à confetti étaient chargés. Les caméras positionnées pour capturer le moment où Victoria Sterling sonnerait l'avenir. Elle vérifia son téléphone une dernière fois. Aucun message de Jake. Pas de SMS ivre ou de supplication désespérée de réconciliation. Juste le silence, ce qui était exactement ce qu'elle avait payé les avocats et les cabinets de relations publiques pour s'assurer. Il était enterré quelque part en Californie, travaillant des quarts de nuit en entrepôt, incapable de se permettre le prix du bus pour causer des problèmes. Parfait. À 9h25, Victoria prit place sur le podium. Les traders en dessous levèrent les yeux avec attente, les caméras braquées. C'était le moment dont rêvait tout entrepreneur. La validation rendue en capitalisation boursière et en attention médiatique. De l'autre côté de la ville, le Gulfstream atterrit à Teterboro avec le genre de précision qui venait de pilotes ayant effectué des missions de combat avant de prendre leur retraite pour l'aviation d'affaires. Jake Morrison avait passé le vol en silence, conservant son énergie pour ce qui allait suivre. Sarah était assise à ses calmes, essayant de paraître courageuse malgré la nervosité qui la faisait ronger son ongle jusqu'à la racine. Marcus Thorne vérifia sa montre. 35 minutes pour le tribunal. Le trafic est dense sur le FDR. Nous devons bouger. 2 SUV noirs attendaient sur le tarmac, moteur en marche. Jake, habillé du travail du Montana, costume gris anthracite qui lui allait comme s'il comprenait son corps mieux que lui. Chemise blanche sans cravate parce que la confiance n'a pas besoin de décoration. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait signé les papiers du divorce il y a 12 mois. Ce Jake-là avait été vaincu, diminué, acceptant sa propre obsolescence. Ce Jake-ci était un architecte venant récupérer des plans volés. Sarah le serra dans ses bras avant de monter dans le second SUV avec l'équipe de sécurité de Thorne. « Papa, j'ai peur. » Jake s'agenouilla à son niveau. « Moi aussi, ma chérie. Mais avoir peur ne veut pas dire que nous ne faisons pas ce qui est juste. Et si nous perdions? La question méritait l'honnêteté. Alors nous perdrons, mais au moins nous perdrons en nous battant, pas en nous cachant. Elle lui embrassa la joue et monta dans le SUV. Jake la regarda partir, puis se glissa dans le véhicule de tête. Le chauffeur, un ancien des services secrets que Thorne avait mentionné, activa une sirène qui n'était pas strictement légale, mais efficace pour dégager le trafic. Ils filèrent hors de Teterboro vers Manhattan, parcourant le terrain à des vitesses qui auraient entraîné une arrestation pour quiconque n'ayant pas les connexions de Harrison Cole pour wheeler la machine. Jake ouvrit son iPad, lança le direct de CNBC. Victoria était là, à la Bourse de New York, robe rouge éclatante, tenant le marteau comme un sceptre. Le bandeau en bas disait «
IPO Payflow, le plus grand jour de la tech. Elle avait l'air triomphante, sûre d'elle. Une femme qui n'avait jamais envisagé la possibilité que le passé puisse tendre la main et l'attirer vers le bas. Le SUV hurlait sur le FDR, zigzagant à travers le trafic qui faisait la contre-cœur de l'espace. Thorne était assis à côté de Jake, la maillette contenant l'injonction et les preuves à l'appui. 50 pages de documentation prouvant le vol de propriété intellectuelle, le dépôt de brevets frauduleux, la dissimulation d'actifs et une faille de sécurité qui mettait des millions d'utilisateurs en danger. Assez pour arrêter l'IPO et détruire tout ce que Victoria avait construit sur des fondations volées. 9h28, Thorne nota, 2 minutes avant la cloche d'ouverture, nous y arriverons. Le Southern District Courthouse se dressait devant, granit et autorité, et le genre de poids institutionnel qui faisait s'effondrer les mensonges sous le coup de l'examen. Jake pouvait voir des photographes déjà rassemblés sur les marches. L'équipe de relations publiques de Harrison Cole les avait prévenus que quelque chose d'important se passait, mais pas quoi. Ils s'attendaient peut-être à un rival corporatif intentant un procès, ou peut-être un régulateur soulevant des préoccupations de dernière minute. Ils ne s'attendaient pas aux fantômes du passé de Victoria. Le SUV s'arrêta brusquement sur le trottoir. Jake sortit dans un mur de flash. Les photographes se prélassaient, décontractés, mais la vue de lui sortant d'un véhicule coûteux dans un costume qui criait la compétence plutôt que le désespoir les fit se bousculer. Les caméras se tournèrent vers lui. Quelqu'un cria une question que Jake ne put distinguer à travers le bruit. Il marcha vers les marches du palais de justice avec Thorne à ses côtés. Chaque pas donnait l'impression de se déplacer dans l'eau. Le temps se dilatait, le son s'étouffait. Le monde entier se réduisait à ce moment où il soit reprenait sa vie, soit confirmait chaque chose horrible que la machine de relations publiques de Victoria avait affirmé à son sujet. Un journaliste de Bloomberg lui tendit un microphone. « Monsieur Morrison, êtes-vous ici pour arrêter l'IPO? » Jake s'arrêta, se tourna pour faire face directement aux caméras, chaque objectif braqué sur lui. Des milliers de téléspectateurs regardant à travers des écrans dans des bureaux et des maisons à travers le pays. Quelque part, Victoria se préparait à sonner la cloche d'ouverture, confiante que l'homme qu'elle avait jugé obsolète ne trouverait jamais les ressources ou le courage de défier son empire. Les mots sortirent clairs et froids. « Mon nom est Jake Morrison. Je ne suis pas ici pour arrêter l'IPO. Je suis ici pour signaler un crime. » Les marches du palais de justice devinrent soudainement silencieuses. Même le bruit de la circulation de Pearl Street sembla s'estomper. Jake se retourna et traversa les portes tournantes pour entrer dans le hall de marbre où la justice américaine attendait théoriquement tout le monde, même ceux qui ne pouvaient pas se la permettre, jusqu'à ce qu'un milliardaire avec ses propres démons décide de parrainer la vengeance. À 9h30 exactement, Victoria abattit le marteau. Le son résonna à travers le parquet boursier comme un coup de feu. La cloche d'ouverture sonna, non pas le doux tintement que les gens y attendaient, mais un claquement de laiton qui vibra dans la poitrine. Des confettis explosèrent des canons montés sur le balcon, pleuvant dans les couleurs de l'entreprise Payflow. La salle éclata en acclamations. Sur l'écran d'affichage massif, le symbole boursier apparut. PYFL, prix d'ouverture $48. Déjà $3 au-dessus des attentes. 52. Quelqu'un cria depuis le parquet. 55,60. Les chiffres grimpaient avec le genre d'élan qui faisait des fortunes en quelques minutes. Victoria saisit une flûte de champagne, la leva vers Marcus. À nous, à l'Empire. Ils burent. Le champagne avait le goût de la vindication et des futurs rendus en capitalisation boursière. C'était le moment que tout entrepreneur recherchait, la transformation de la lutte à la réussite, du doute à l'indéniable. Son père était mort. Mais si les fantômes existaient, le sien la regardait lui prouver qu'il avait tort à chaque tic-tac vers le haut du cours de l'action. Puis l'écran massif s'éteignit juste une seconde. Quand il se ralluma, le flux avait changé, ne montrant plus le parquet boursier.
Au lieu de cela, la bannière d'actualité de dernière minute de CNBC traversait en rouge urgent. Le visage de l'encre apparut pâle et choqué. Nous interrompons la couverture de l'IPO de Payflow avec des nouvelles de dernière minute du district sud de New York. Une injonction d'urgence massive vient d'être déposée contre Victoria Sterling et Payflow Holdings. La flûte de champagne de Victoria lui échappa des doigts, se brisa sur le sol poli. Autour d'elle, la célébration mourut comme si quelqu'un avait coupé le courant au support vital. La caméra coupa sur les marches du palais de justice. Là se tenait Jake Morrison. Non pas l'ex-mari brisé des photographies de tabloïd, mais quelqu'un complètement transformé. Costume gris anthracite, chemise blanche, debout à côté d'une femme que Victoria reconnut des conférences juridiques. Natasha Reyes, Quinn Emanuel, le genre d'avocate qui ne prenait pas de dossier qu'elle ne pouvait pas gagner. L'encre continua. Le plaignant, Jake Morrison, ancien mari de Mademoiselle Sterling, allègue que le code source principal de Payflow lui a été volé. Le dépôt inclut une analyse technique affirmant que le logiciel contient une faille de sécurité catastrophique qui met toutes les données des utilisateurs en danger. Le juge président a accordé une ordonnance de restriction temporaire immédiate en attendant l'examen de la section. Sur le parquet boursier en dessous, la célébration se transforma en chaos. Les traders qui applaudissaient, il y a quelques instants, se bousculèrent vers les terminaux, essayant d'exécuter des ventes avant que le fonds ne s'écroule. Une voix d'officiel du parquet retentit dans les haut-parleurs. Négociation suspendue. Code rouge. Négociation suspendue sur PYFL en attendant l'examen réglementaire. Les chiffres sur l'écran d'affichage gelèrent, 62 $ par action. Le graphique qui montait en flèche comme une fusée devint plat, mort. Victoria fixa l'écran, le visage de Jake, calme et implacable, regardant directement la caméra avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas de colère, pas même de satisfaction, juste une froide certitude qu'il avait raison et qu'elle était finie. C'est un mensonge. Sa voix sortit rauque, à peine audible, puis plus forte. C'est un mensonge. Il est fou. Il est fauché. Marcus s'éloigna d'elle, vérifiant déjà son téléphone, le visage blême. Victoria, les nouvelles, c'est partout. Numéro 1 des tendances. Il publie les documents de brevet, les comparaisons de code, ton nom. Victoria chercha son téléphone avec des mains qui ne cessaient de trembler. Twitter avait explosé. Hashtag Payflow Fraud dominait les sujets tendances. LinkedIn regorgeait de publications d'anciens collègues exprimant leur choc. Le Wall Street Journal avait déjà publié une alerte de dernière minute remettant en question la validité de ses qualifications techniques. Quelqu'un lui attrapa le bras. Elle se retourna, s'attendant à Marcus. Au lieu de cela, elle trouva deux hommes en costume sombre qui les marquaient comme fédéraux plutôt que corporatifs. Derrière eux, d'autres costumes. Régulateurs de la SEC avec des mallettes et le genre d'expression qui signifiait que l'empire de quelqu'un était sur le point de subir un examen invasif. Mademoiselle Sterling, je suis l'agent Morrison de la division des crimes financiers du FBI. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire concernant des allégations de fraude sur les valeurs mobilières et de vol de propriété intellectuelle. La pièce s'inclina. Victoria saisit la balustrade pour ne pas tomber. Cela ne pouvait pas se produire. Elle avait payé des avocats des centaines de milliers pour s'assurer que chaque dépôt était propre, chaque brevet légitime, chaque divulgation exacte. Jake avait signé les papiers du divorce. Il n'avait rien accepté. Il était parti. Mais il n'était pas resté loin, et la prise de conscience traversa la certitude de Victoria comme un boulet de démolition à travers le verre. Jake n'avait jamais été vaincu. Il planifiait. L'ascenseur derrière le podium s'ouvrit. Plus d'agents du FBI, plus de régulateurs de la CCI, une femme que Victoria reconnut du bureau du procureur général. Ce n'était pas des secousses standards de l'IPO.
C'était une réponse fédérale coordonnée à une fraude documentée. Marcus Vance s'était reculé vers la sortie éloignée, se distanciant déjà du rayon d'explosion. Quand Victoria appela son nom, il ne se retourna pas, continua juste de marcher, la laissant seule face aux conséquences. Les confettis flottaient encore des canons, tombant comme de la neige, comme des cendres, comme les restes de tout ce que Victoria avait construit sur un terrain volé. 3 semaines plus tard, le penthouse du 432 Park Avenue ressemblait à un musée d'une vie qui avait pris fin, mais n'avait pas trouvé comment mourir. Des déménageurs en combinaison bleue emballaient systématiquement les possessions de Victoria dans des cartons étiquetés pour le stockage ou l'élimination. Le tableau de Damien Hirst fut retiré du mur du salon, laissant un rectangle pâle sur un plâtre qui n'avait jamais vu le soleil direct. Des vases en cristal furent enveloppés dans du papier boule. Des meubles de designer étiquetés pour la vente aux enchères. Victoria était assise sur le canapé italien qui avait coûté 40 000 $ et se vendrait peut-être 10 000 $ lors de la vente de liquidation de Christie's. Elle n'avait pas pris de douche depuis 2 jours, n'avait pas changé de vêtements. La robe Armani rouge du jour de l'introduction en bourse pendait dans le placard comme un monument à l'hubris. La SEC avait gelé ses actifs en attendant l'enquête. Le conseil d'administration de Payflow avait voté à l'unanimité pour la destituer de son poste de PDG, installant un remplaçant par intérim qui avait immédiatement commencé à coopérer avec les enquêteurs fédéraux. Les recours collectifs d'investisseurs qui avaient perdu de l'argent sur l'introduction en bourse suspendue s'empilaient comme du bois de chauffage. Et les médias qu'il avait aimés il y a 6 mois rivalisaient maintenant pour écrire le dénigrement le plus cinglant de la femme qui avait construit un empire sur du code volé. Des pas résonnèrent dans le couloir. Victoria ne leva pas les yeux. Probablement un autre déménageur demandant des meubles dont elle ne se souciait plus. Mais les pas s'arrêtèrent, puis la voix de Marcus Vance, tendue de colère. Les cartes sont refusées, toutes. Carte noire, platine, même le compte joint que nous avions ouvert. Victoria le regarda enfin. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, traînant des bagages Louis Vuitton, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, comme s'il pouvait se cacher de l'association avec son échec. C'est un gel temporaire. Les avocats déposent des requêtes lundi pour débloquer les fonds de fonctionnement. Il n'y a pas de « nous », Victoria. Les mots sortiront durs, définitifs. Tu m'as dit que tu avais écrit le code. Tu m'as dit qu'il n'était personne. Maintenant, je suis cité à comparaître comme témoin matériel. Mon visage est sur CNBC comme complice potentiel de fraude sur les valeurs mobilières. Je ne peux pas obtenir de réservation à Le Bernardin. Tu comprends ce que cela signifie dans cette ville? Il fit signe au déménageur de prendre ses sacs. Victoria se leva, la voix brisée. « Marcus, s'il te plaît. Nous sommes partenaires, tu as dit. J'étais partenaire dans une entreprise d'1 milliard de dollars, pas partenaire dans une inculpation fédérale. Tu es radioactive. Tous ceux que tu as touchés sont radioactifs. J'ai fini. » Il entra dans l'ascenseur sans se retourner. Les portes se refermèrent sur son indifférence. Victoria resta seule dans l'espace résonnant, entourée des preuves démantelées d'un succès qui n'avait jamais été le sien. La vue depuis le 92e étage montrait Manhattan s'étendant dans toutes les directions. Des millions de vies vécues par des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Payflow ou de Victoria Sterling ou du récit édifiant qu'elle était devenue. Son téléphone vibra. Texte de son avocat. Conférence de règlement prévue, jeudi 14 heures, bureau de Quinn Emanuel, venez préparer à négocier. Victoria savait ce que cela signifiait. Jake ne s'intéressait pas à une résolution discrète. Il allait la forcer à renoncer à tout, à admettre publiquement la fraude et à accepter les conditions humiliantes que ses avocats exigeraient. L'alternative était la prison fédérale et une ruine financière complète. Quel choix! La salle de conférence de Quinn Emanuel occupait le 45e étage d'une tour du Midtown, tout en verre et en acier,
et le genre de minimalisme coûteux qui communiquait le sérieux. Victoria arriva avec son avocat commis d'office. Les avocats coûteux avaient démissionné lorsque ses actifs avaient gelé et que les honoraires avaient rebondi. Le défenseur public était compétent mais surchargé, gérant 50 affaires simultanément. Et ce n'était pas son domaine d'expertise. Ils s'assirent d'un côté d'une table polie qui reflétait le ciel gris d'octobre à l'extérieur. De l'autre côté, Natasha Reyes, Marcus Thorne et deux jeunes associés dont la seule tâche était de prendre des notes qui deviendraient un dossier public. À la tête de la table, Jake Morrison. Il portait un costume bleu marine, une chemise blanche impeccable, le genre de présentation professionnelle qui parlait de compétences plutôt que de richesse. Victoria le reconnaissait à peine. L'homme qu'elle avait jugé obsolète avait été remplacé par quelqu'un qui avait l'air de diriger des entreprises pendant qu'elle s'y adonnait. Pire, il avait l'air calme, pas en colère, pas triomphant, juste résolu d'une manière qui la fit réaliser qu'il avait déjà gagné et était simplement là pour officialiser les termes. Natasha Reyes ouvrit un dossier, tout en affaires. Soyons directs. La SSI est prête à faire preuve de clémence sur les accusations de fraude criminelle si Mademoiselle Sterling admet que les droits de propriété intellectuelle de la technologie de base de Payflow appartiennent à M. Morrison et qu'elle a sciemment déposé des demandes de brevets frauduleuses. L'avocat de Victoria se racla la gorge. Si ma cliente admet cela, elle perd toutes ses actions dans l'entreprise, tous ses droits de propriété intellectuelle, tout. La voix de Thorne fut plate et dure. Elle a déjà perdu l'entreprise. Le conseil d'administration de Payflow l'a renvoyée. La seule question est de savoir si elle passe la prochaine décennie en prison fédérale ou si elle reconstruit sa vie ailleurs. Victoria fixa la table, incapable de croiser le regard de Jake. C'était pire que de perdre de l'argent ou son statut. C'était devoir admettre publiquement que tout ce qu'elle avait construit était volé, que son père avait eu raison de son insuffisance, qu'elle n'avait jamais été assez bonne. Puis Jake parla pour la première fois. Sa voix n'était pas forte, mais elle commandait la pièce avec une autorité tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il valait. Je prends le contrôle de Payflow. Les investisseurs ont accepté de restructurer sous une nouvelle direction, Architect Systems. Je réparerai la faille de sécurité, reconstruirai correctement la base de code, sauverai la valorisation et protégerai les utilisateurs. Il se pencha en avant et Victoria se força enfin à le regarder. Ses yeux ne contenaient aucune haine, juste le genre d'évaluation froide que l'on donnerait à un problème qui doit être résolu. Je ne veux pas vous détruire, Victoria. La destruction prend de l'énergie mieux dépensée à construire. Voici ce que j'offre. Il tapota le document devant lui. Vous me transférez tous les droits de propriété intellectuelle. Vous admettez publiquement la fraude, ce qui blanchit le nom de l'entreprise et permet à l'EPO restructurée de se poursuivre. En échange, je retire la poursuite civile pour dissimulation d'actifs. Je n'insisterai pas pour une poursuite pénale. L'avocat de Victoria commença à objecter. Jake leva une main, et parce que je crois en l'équité, même quand elle ne m'a pas été étendue, sa bouche se courba en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Je vous accorderai une allocation mensuelle pendant 3 ans, et vous pourrez avoir la cabane dans le Montana. Les mots frappèrent Victoria comme un coup physique. La cabane dans le Montana, l'allocation de 3 ans, l'offre exacte qu'elle avait faite à Jake 12 mois auparavant, lorsqu'elle avait supposé qu'il n'aurait jamais les ressources pour riposter. Il reflétait sa propre cruauté avec une précision chirurgicale, la lui renvoyant pour qu'elle puisse voir exactement ce qu'elle avait été. « Tu ne peux pas être sérieux. » Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. Jake prit un stylo. « Je suis tout à fait sérieux. C'est une offre équitable. Tu peux te battre. Traîne cela devant les tribunaux pendant des années, pendant que je t'enterre sous les frais d'avocat, jusqu'à ce que tu vendes des bijoux pour payer le loyer. Ou tu peux signer, prendre la cabane, disparaître discrètement, garde la dignité qu'il te reste. » Les mots étaient les siens textuellement.
Le discours qu'elle avait prononcé alors qu'il se tenait dans son penthouse, brisé et désespéré. Maintenant, il était assis en face d'elle dans une salle de conférence empruntée, détenant tout le pouvoir qu'elle avait passé une décennie à accumuler, et lui offrait les mêmes miettes humiliantes qu'elle avait autrefois jugées généreuses. Victoria regarda son avocat. Il fit un petit signe de tête. Signez ou faites face à des poursuites fédérales. C'étaient les options. Sa main tremblait alors qu'elle prenait le stylo. L'accord de règlement floutta à travers les larmes qu'elle refusa de verser devant Jake. Elle signa son nom, Victoria Sterling, pas le Morrison avec trait d'union qu'elle avait adopté pour le mariage, et poussa les papiers sur la table. Natasha Reyes les ramassa immédiatement, comme si elle craignait que Victoria ne change d'avis avant que l'encre ne sèche. C'est fait. Victoria se tenait sur des jambes qui la soutenaient à peine. Elle regarda Jake une dernière fois, cherchant une reconnaissance de leur histoire partagée. Le café de Boston, le sous-sol où il avait codé des miracles pendant qu'elle charmait les investisseurs, les histoires du soir qu'il l'avait vu lire à Sarah avec une affection sincère avant que l'ambition ne consume tout. Mais l'expression de Jake ne contenait ni nostalgie, ni colère. Juste la calme certitude de quelqu'un qui avait repris ce qui était à lui et pouvait maintenant aller de l'avant. Mais elle voulait dire quelque chose, s'excuser, menacer, supplier, expliquer que son père avait brisé quelque chose en elle, qui faisait que l'amour ressemblait à une faiblesse et le pouvoir à une survie. Mais les mots ne venaient pas. Elle avait fait ses choix, volé son travail, détruit sa réputation, supposer qu'il ne se relèverait jamais des cendres qu'elle avait créées. Elle s'était trompée. Et maintenant le monde entier le savait. Victoria sortit de la salle de conférence, descendit le couloir bordé de portraits des affaires réussies de Quinn Emanuel et entra dans un ascenseur qui descendait vers un futur où elle ne serait pas seulement rappelée comme une magnat de la technologie autodidacte, mais comme un récit édifiant sur ce qui se passait quand on construisait sur des fondations volées. Jake resta dans la salle de conférence après le départ de Victoria. Il se leva et marcha vers les fenêtres du sol au plafond donnant sur Midtown Manhattan. En dessous, la ville se mouvait dans son rythme perpétuel. Des taxis jaunes luttant contre le trafic, des piétons se bousculant entre les bâtiments, la machinerie du capitalisme américain avançant sans pause pour les tragédies individuelles. Marcus Thorne le rejoignit à la fenêtre. Harrison envoie ses salutations. Il dit qu'il savait que vous en étiez capable. Jake pensa au vieil homme au Montana. La maladie gagnait sa lente guerre contre l'entêtement. Harrison Cole avait donné à Jake plus qu'une représentation juridique. Il lui avait redonné la conviction que la compétence comptait, que l'habileté durait plus longtemps que les qualifications, que la personne qui construisait quelque chose le comprenait toujours mieux que la personne qui s'en attribuait le mérite. « Comment va Sarah? » demanda Thorne. « À l'hôtel avec l'équipe de sécurité, probablement en appel vidéo avec Emily à propos des chevaux. » Jake sourit. « Elle a demandé si nous pouvions retourner au Montana pour Noël. Je lui ai dit, « Oui, vous pouvez vous permettre plus que cela maintenant. L'IPO restructuré vous rendra riche, pas riche comme Victoria, mais suffisamment à l'aise. » Jake hocha la tête. Les investisseurs avaient été étonnamment désireux de travailler avec lui une fois qu'ils avaient compris qu'il était le véritable architecte de la technologie de Payflow. L'entreprise restructurée, Architect Systems, entrerait en bourse dans 6 mois et la participation de Jake serait substantielle. Pas les 8 milliards que Victoria poursuivait, mais suffisamment pour offrir à Sarah une enfance où elle n'aurait jamais à mentir à propos des iPads. Monsieur Morrison, l'un des jeunes associés apparut dans l'embrasure de la porte. Il y a des demandes d'interview des médias. Wall Street Journal, TechCrunch, Bloomberg, CNBC. Ils veulent tous des déclarations sur le règlement. Jake secoua la tête. Pas d'interview. Émettez un bref communiqué. Monsieur Morrison est heureux de résoudre cette affaire et se réjouit de se concentrer sur l'IPO à avenir d'Architect Systems. L'associé hocha la tête et partit.
Thorne haussa un sourcil. Vous ne ferez pas un tour de victoire. Expliquez ce qu'elle a fait. Tout le monde sait ce qu'elle a fait. Les dépôts de brevets sont du domaine public. Les comparaisons de code parlent d'elles-mêmes. Jake se détourna de la fenêtre. Je ne suis pas intéressé à la broyer. Je voulais juste ce qui était à moi. Ils marchèrent ensemble vers l'ascenseur. Les halls du bâtiment grouillaient d'avocats et de clients engagés dans le combat sans fin des litiges commerciaux. Jake avait autrefois pensé qu'il ne verrait jamais l'intérieur d'un endroit comme celui-ci. Trop cher, trop intimidant, trop éloigné des quarts de nuit en entrepôt et des parcs de caravanes. Mais la générosité de Harrison Cole avait ouvert des portes dont Jake ignorait l'existence, et les franchir lui avait rappelé que l'intelligence et la compétence étaient une monnaie qui permettait d'entrer dans n'importe quelle pièce, à condition de trouver le bon sponsor. Le SUV attendait au trottoir. Sarah était assise à l'arrière, en appel vidéo avec Emily Cole. Quand Jake monta, elle mit fin à l'appel et le regarda avec des yeux qui avaient une vue trop d'incertitude. « C'est fini? »« C'est fini, ma chérie. Avons-nous gagné? » Jake considéra la question. Il avait récupéré sa propriété intellectuelle, détruit l'empire de Victoria, assuré la stabilité financière de sa fille. Mais il avait aussi appris que la vengeance, aussi justifiée soit-elle, laissait un goût métallique. Victoria passerait des années à se reconstruire des cendres de son humiliation. Marcus Vance avait déjà atterri chez un concurrent, Rats et navires qui coulent. Et quelque part au Montana, Harrison Cole mourait lentement. Sa vengeance pour le suicide d'un frère incomplète, parce que David était toujours mort et que la justice ne pouvait pas ressusciter le passé. « Nous avons obtenu ce que nous étions venus chercher », répondit finalement Jake. « C'est assez proche de gagner. » Le chauffeur s'engagea dans le trafic. Sarah s'appuya contre son père, épuisée par le fardeau émotionnel des 3 dernières semaines. Dehors, Manhattan défilait. La ville qui avait été témoin de la défaite de Jake et de son triomphe victorieux. Et maintenant leur renversement. Des bâtiments qui resteraient longtemps après que tous ceux impliqués dans ce drame aient tourné à la poussière et à l'histoire d'entreprise. Le téléphone de Jake vibra. Texte d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Ici Natacha. Excellent travail aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une représentation pour l'IPO d'Architect Systems, Quinn Emmanuel serait honoré. Aussi votre fille a de la chance de vous avoir. Peu de pères se battraient aussi fort. » Elle enregistra le numéro et rangea le téléphone dans sa poche. L'hôtel se dressait devant, boutique et chère, mais plus impossible à atteindre. Demain, il commencerait le vrai travail de reconstruction de la base de code de Payflow, de correction des failles de sécurité que les entrepreneurs incompétents de Victoria avaient introduites, se préparant à une IPO qui se ferait selon ses conditions plutôt que des informations d'identification volées. Mais ce soir, il commanderait le service en chambre avec Sarah, la laisserait choisir le film qu'elle voulait et dormirait sans le poids de l'injustice pesant sur sa poitrine. Le SUV s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel. Jake aida Sarah à sortir, donna un pourboire au chauffeur et franchit les portes tenues ouvertes par des portiers en uniforme qui avaient appris à reconnaître les nouveaux riches à leur relation inconfortable avec le service. Le hall brillait de marbre et de luxe discret. Sarah tira sur sa manche. « Papa, on peut marcher au lieu de prendre l'ascenseur? » Ce n'est que 5 étages. Jake regarda sa fille, 11 ans, et comprenant déjà que le voyage importait autant que la destination. Ils prirent les escaliers, montant lentement, Sarah bavardant sur son appel vidéo avec Emily et les plans pour l'été au Montana, et un projet de codage qu'elle voulait construire. Au moment où ils atteignirent le 5e étage, Jake se sentait plus léger qu'il ne l'avait été en 12 mois. Non pas à cause de la victoire, parce que sa fille était heureuse, en sécurité, planifiant un avenir qui n'impliquait ni honte ni pénurie, ni de voir son père se briser sous le poids de l'injustice. Ils commandèrent une pizza, non pas le service de chambre gourmet de l'hôtel, mais une vraie pizza livrée avec trop de fromage et pas assez de légumes. Regardèrent un film Pixar que Sarah avait vu 6 fois,
s'endormir avant que le générique ne défile. Sarah se recroquevilla contre lui comme quand elle était assez petite pour tenir dans le creux de son bras. Swek se réveilla vers minuit, s'extirpa soigneusement sans déranger Sarah, se tint à la fenêtre, regardant la rivière Hudson, noire et inconnaissable, coulant vers l'Atlantique et finalement le monde au-delà du pôle gravitationnel de New York. Son téléphone était posé sur la table de nuit. Il aurait pu appeler Harrison, le remercier correctement pour les ressources et la foi et la volonté de transformer le chagrin en une arme, au service de la justice de quelqu'un d'autre. Il aurait pu rappeler les journalistes, raconter sa version de l'histoire, s'assurer que l'histoire enregistre précisément le vol de Victoria. Il aurait pu poster sur les médias sociaux, récupérer le récit qui avait été volé avec le code. Mais à quoi bon? Les gens qui importaient connaissaient la vérité. Les autres croiraient ce qui correspondait à leur récit existant sur les milliardaires de la technologie et la politique de genre et la machinerie compliquée de l'innovation. Jake avait récupéré son travail. Sa fille avait récupéré son enfance. C'était une victoire suffisante. Demain, il commencerait à reconstruire. Non seulement le code, mais une vie où Sarah pourrait grandir en voyant son père faire le travail qu'il aimait, où la compétence était récompensée plutôt que volée, où l'honneur n'était pas un luxe réservé aux personnes qui pouvaient se permettre des principes. Les lumières de la ville peignaient la rivière de traînées orange et blanche. Quelque part là-bas, Victoria Sterling emballait ses affaires pour une cabane dans le Montana, se préparant à l'exil dans le même paysage où Jake avait appris à riposter. La symétrie était presque poétique. Jake tira les rideaux, se recoucha à côté de sa fille endormie, ferma les yeux et vit du code défiler. Non pas la version corrompue que les entrepreneurs de Victoria avaient mutilée, mais l'architecture originale qu'il avait construite dans un sous-sol de Boston avant que l'ambition et la trahison ne compliquent tout. Demain, il recommencerait à l'écrire, mieux cette fois, plus fort avec des protocoles de sécurité qui ne pouvaient pas être retirés par des entrepreneurs offshore qui ne comprenaient pas pourquoi les protections existaient. Un code qui porterait ses initiales dans chaque commentaire, sa logique dans chaque fonction, son esprit rendu en une syntaxe si claire que personne ne pourrait jamais plus prétendre avoir construit ce qu'il avait architecturé. Mais ce soir, il dormait profondément et sans rêve, le sommeil de quelqu'un qui s'était battu pour ce qui était juste et avait survécu pour construire à nouveau. Le matin arriva avec le soleil d'octobre inondant les fenêtres de l'hôtel qui encadrait Manhattan comme une promesse plutôt qu'une menace. Sarah se réveilla avant Jake, déjà habillé, sac à dos chargé de l'iPad que Jake avait finalement pu se permettre. « Papa, Surish. » SMS. Il veut savoir si nous voulons retourner au Montana quelques jours avant que tu ne commences à travailler sur Architect Systems. Jake s'assit, frotta le sommeil de ses yeux qui, pour la première fois depuis 1 an, ne se sentaient plus lourds de défaite. Qu'en penses-tu? Sarah sourit. Emily dit que les trembles jaunissent. Nous pourrions faire une promenade à cheval dans les montagnes, alors allons-y. Ils firent leur bagage rapidement. Ils avaient appris à voyager léger pendant les mois passés à Riverside. Le départ de l'hôtel prit quelques minutes. Dehors, Marcus Thorne attendait à côté d'un SUV qui les emmènerait à Teterboro. « Montana » demanda Thorne alors que Jake chargeait les sacs. « Montana. 1 semaine, peut-être 2. Puis retour ici pour commencer à construire. » Jake regarda la ville une dernière fois. « Mais nous reviendrons à nos conditions. Pas en courant, pas en nous cachant, mais en construisant. » Le SUV s'engagea dans le trafic en direction du New Jersey. Sarah pressa son visage contre la fenêtre, regardant la ville défiler. Quelque part dans ces bâtiments, Victoria Sterling apprenait que l'argent ne pouvait pas racheter une réputation une fois qu'on l'avait dépensée en mensonges. Quelque part, Marcus Vance découvrait que la loyauté achetée par la proximité du pouvoir durait exactement aussi longtemps que le pouvoir. Mais Jake ne pensait plus à eux. Il pensait aux trembles du Montana et au rire de sa fille, et au code qu'il écrirait,
et qui porterait son nom dans un avenir où la compétence compterait plus que les diplômes, où la personne qui construisait quelque chose le comprendrait toujours mieux que la personne qui s'en attribuait le mérite. Le Gulfstream attendait à Teterboro, les moteurs déjà en marche. Alors qu'il montait les escaliers, Sarah se tourna vers lui avec un sérieux qui la faisait paraître bien plus âgée que 11 ans. « Papa, es-tu heureux maintenant? » Jake réfléchit à la question. Le bonheur semblait trop simple pour le mélange compliqué de soulagement, de chagrin et de satisfaction qui venait de récupérer ce qui avait été volé, tout en voyant quelqu'un qu'il avait autrefois aimé se détruire par ses propres choix. « Je suis en paix, ma chérie. C'est mieux que d'être heureux. Ça dure plus longtemps. » Ils s'installèrent dans la cabine. L'avion roula vers le décollage. En dessous, New York reculait, la ville des seconds actes et de la réinvention, et le genre de méritocratie brutale qui ne pardonnait rien, mais respectait la compétence. Jake était venu ici brisé et était reparti reconstruit. Non pas à cause de l'argent, même si cela aidait. Non pas à cause de la vengeance, même si cela satisfaisait, mais parce qu'il avait finalement compris quelque chose que Harrison Cole avait toujours su. L'honneur était ce qui décidait qui on combattait et pourquoi. Et la personne qui construisait sur un terrain volé perdait toujours finalement, même si cela prenait une décennie. Le jet s'éleva dans le ciel d'octobre, se dirigeant vers l'ouest, vers les montagnes et la famille. À l'avenir, Jake construirait une ligne de code à la fois. Son esprit, son travail, sa création.